tous, bonsoir chers collègues, on va dire ça aujourd'hui. Je suis Anne-Emmanuelle Quadio, Managing Director de Tecoia, consultante en transformation digitale, experte, comme le dit Andrea, IA, mais pour les affaires spécifiquement. C'est vraiment la spécialisation que j'ai choisie. Et je serai l'une de nos co-animatrices ce soir avec Haïfa. Et je vais vous laisser vous présenter avant de revenir et de faire la présentation du talk show. Je commence alors. Qu'on commence. Ok, alors je suis Daoud Haïfa, IA artiste, mais j'ai aussi une entreprise de marketing technologique spécialisée en intelligence artificielle générative. Je suis aussi formatrice et spécialisée en éthique. Donc aujourd'hui, je m'intéresse vraiment à l'impact des biais algorithmiques sur les communautés africaines, mais aussi marginalisées. Voilà un peu. Vas-y. Bonsoir tout le monde, je suis Stéphanie Assis-Durand, fondatrice de l'entreprise Merakitech et nous sommes spécialisés dans la conception de solutions digitales pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Bonsoir, je suis Edith Broubleu, spécialiste en communication digitale depuis une quinzaine d'années. Je suis également créatrice de contenu et je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Kessia.com, qui est un média d'information généraliste. Et je suis la fondatrice du podcast Des choses à dire. Ok. Bonsoir à tous, je suis Terence Temfak, senior manager à Data 354. Nous sommes un cabinet de conseil focalisé autour de la data. Donc, on accompagne nos clients sur les sujets de data engineering, data analysis, BI, machine learning, intelligence artificielle. Good. Bon, je corrige le fait qu'on n'est pas que animatrice, on est aussi speaker. Donc, bienvenue à vous si vous nous suivez, quel que soit l'endroit d'où vous êtes. Vous êtes sur le podcast Talk Show des Abidjanaises in Tech. C'est un podcast qui a pour vocation de vous présenter la technologie, mais sous un nouveau prisme. C'est très rare de voir beaucoup de femmes sur un plateau qui parlent de technologie parce que c'est leur domaine. Donc, on veut changer un peu les choses et c'est la raison pour laquelle on est là. Donc, aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, mais on va surtout parler intelligence artificielle et éthique. Je ne sais pas si ce thème vous parle, mais si ça vous parle, restez avec nous parce que ça va être intéressant pour tout ce qui va se dire après. Donc, on a une question d'introduction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question, puis je vais laisser chacun de nous, la personne qui veut parler, un volontaire, répondre à cette question-là jusqu'à ce qu'on transitionne vers les choses les plus sérieuses. Donc, notre question d'introduction est la suivante. À l'échelle locale et continentale, l'IA peut-elle vraiment être un levier de transformation comme on l'entend partout, malgré des défis structurels encore considérables, tels que l'accès à l'Internet sur l'ensemble du territoire, la disponibilité des expertises sur les autres technologies, etc. Je vais donner un rappel. Pour rappel, en Afrique, on a seulement 48% de la population qui a accès à l'Internet. Et en Côte d'Ivoire, la fracture numérique reste marquée, limitant donc l'accès à des outils technologiques tels que l'IA. Qui répond? Alors, moi, je peux répondre. Let's go. On y va. Déjà, l'IA peut être un vrai levier de transformation pour l'Afrique, mais il faut un contexte, qu'on la contextualise. Ce n'est pas parce que on a des fractures numériques qu'on ne peut pas bénéficier de l'IA. Si on prend l'IA dans un contexte, on va le mettre vraiment au contexte africain. Si on passe par des formations, aujourd'hui on en fait pas mal. Si on passe par de la sensibilisation, on peut quand même aujourd'hui démocratiser l'IA, mais en même temps attirer même ces femmes, que ce soit les femmes ou les jeunes en zone rurale. On peut trouver des alternatives pour qu'eux aussi puissent utiliser l'IA. Il faut pas qu'à chaque fois on dise parce qu'il n'y a pas Internet, on peut pas avoir l'IA. Je trouve pas ça logique. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui l'IA, elle doit être en Afrique en tout cas, on doit la mettre, dire voilà, ça c'est pour l'Afrique, c'est pas comme en Europe. Donc on sait comment l'utiliser. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Au Zimbabwe, aujourd'hui l'IA pour les agriculteurs. Ils n'ont pas d'alphabétisation numérique, mais ils l'utilisent. Comment? Vocalement. Donc, il y a toujours des solutions. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a la fracture numérique,
on peut pas utiliser l'IA ou elle n'est pas faite pour le continent africain. Parce que pour moi, en tout cas, sincèrement, c'est un levier de transformation pour l'Afrique dans des secteurs tels que l'éducation, tels que la santé et l'agriculture. Je sais pas pour vous. Moi, je vais rebondir. Je vais rejoindre un peu le point de Haïfa. C'est vrai que moi, je le vois pas vraiment pour l'instant sur l'aspect grand public, mais vraiment de façon sectorielle. Tu as parlé d'éducation. C'est vrai que il y a eu, par exemple, les états généraux de l'éducation nationale il y a déjà 2 ou 3 ans, si je me trompe pas. Et on voit ailleurs que de plus en plus, il y a des classes avec des tuteurs IA et tout. L'objectif, par exemple, ce n'est pas de remplacer les professeurs, Pas du tout. que ce soit les professeurs de lycée, de collège, de primaire, whatever. Le but, c'est d'avoir un accompagnement et d'avoir un accompagnement personnalisé, par exemple, pour l'élève. Ça peut être dans le cas de l'éducation, où, par exemple, on peut rattraper des élèves, des étudiants qui ont des problèmes d'assimilation. On parle des codes de la seconde chance. L'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation peut avoir ce type d'impact pour rattraper des étudiants, des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, parce que quand vous avez une classe de 20, 30 ou 50 élèves, c'est pas évident de pouvoir suivre de façon personnalisée, par exemple, l'ensemble des élèves. Donc, dans le domaine de l'éducation, je le vois très bien. Dans le domaine également de la recherche médicale, dans le domaine de la médecine, il y a énormément de cas pratiques, que ce soit dans la radiologie, que ce soit dans la détection des maladies, des cancers et autres. On doit miser là-dessus, en fait. Et on parle de secteur tertiaire, de secteur secondaire. Il y a une vraie possibilité pour que l'intelligence artificielle soit un game changer de façon verticale, bien sûr, top-down pour le grand public par la suite, parce que si vous avez un médecin, un radiologue, un cancérologue ou autre qui est capable de rapidement, grâce à un outil d'intelligence artificielle, faire des détections, faire des consultations, des diagnostics rapidement. Aussi. Bien sûr, il peut recevoir rapidement beaucoup plus de malades, faire beaucoup plus de consultations, du gain de temps et surtout de l'efficacité et tout ça. Les implications et les impacts sont vraiment importants dans le domaine de la médecine. Et puis enfin, un autre domaine dans lequel je vois vraiment l'impact au-delà des problèmes d'accès à Internet pour le grand public, l'énergie, parce qu'aussi on a des coupures d'électricité, il n'y a pas forcément une couverture totale. Je vois une implication également dans le domaine de l'agriculture. On a besoin de manger. Bien sûr, oui. Pour les agriculteurs qui ont de grandes surfaces, par exemple, la possibilité, grâce à des drones alimenter l'intelligence artificielle, de pouvoir couvrir le maximum de surface d'hectares pour aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a des exemples et il y a un mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, c'était on doit adapter l'IA aux réalités locales. Bien sûr. Tout simplement. Mais si on prend l'exemple de l'éducation, aujourd'hui au Nigeria, je pense que je l'avais même partagé avec les Abidjanais InTech, ils ont utilisé l'IA comme outil pédagogique. Ça n'a pas remplacé les professeurs, mais les professeurs ont pu utiliser ça pour adapter leur pédagogie avec les enfants. Et c'est ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'IA comme remplacement, mais pas du tout. Aujourd'hui, eux, vraiment, ont réussi à utiliser ça. Et là, on voit quand même du bon. Exactement. Moi, j'aimerais ajouter à tout ce que vous avez dit l'aspect économique. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'importe qui peut se mettre à son propre compte et développer une activité à base des outils qui existent, sans même avoir une grande connaissance de la technologie, des algorithmes. Donc, on a maintenant l'introduction des personnes qui créent des e-books rapidement, en une semaine. Si on a un thème qui a de la valeur, on peut créer un petit livre, un mini e-book et le vendre sur Internet. Et c'est quelque chose qui n'était pas aussi facile avant.
On a aussi des personnes qui créent des images et qui vendent leurs images sur Internet grâce aux outils d'IA. Donc, on peut tout de suite créer un petit montage vidéo avec l'outil adapté et pouvoir le vendre à des marques. Aux États-Unis, il y a beaucoup de dames qui se sont comme ça mises à leur propre compte en créant des vidéos générées par l'IA et les vendent aux marques en tant que publicité. Donc ça, c'est des exemples. Donc moi, je vois pour une population aussi jeune que la population ivoirienne qui souffre du manque d'emploi, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent maintenant devenir self-employed en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour créer quelque chose qu'ils peuvent mettre sur la marketplace et se rémunérer. Donc, je voulais apporter cet aspect-là en termes de boost économique. C'est parfait. Je pense que donc on s'accorde tous à dire que oui, il y a un potentiel transformateur qui est énorme, mais qui va nécessiter une approche qui va être réaliste et progressive, comme elle dit. On va pas tout de suite aller en fait sur le grand public quand on sait qu'on a des secteurs qui sont peut-être beaucoup plus pertinents à toucher d'abord. Donc, comme point clé qu'on va reconnaître quand même, c'est que on sait qu'on a des défis, mais on ne voit pas l'IA comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil de développement qui va nous permettre éventuellement d'arriver à l'idéal que nous, on s'est fixé en tant que personne, mais en tant que pays aussi, en tant qu'État, en tant que continent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, question qui va nous permettre maintenant d'introduire un peu tout le débat et qui, pour cette fois, tout le monde va répondre. Ça va être la suivante. Pourriez-vous donc présenter brièvement et partager votre principale interrogation ou préoccupation personnelle sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle? On va laisser notre seul homme, notre Iforchi, commencer. Ok, merci pour la parole. Donc, moi, on va dire mes préoccupations en ce qui concerne l'aspect éthique sur l'IA aujourd'hui, ça rejoint un peu ce que Aïfa a mentionné. Ça va être autour de la formation et de la sensibilisation. Est-ce que nous, les users, on est même conscients des enjeux et de vraiment tout ce qui est derrière l'IA en termes d'éthique et de conséquences que ça peut avoir dans l'utilisation ou même dans la manière dont c'est construit. Globalement, ça va être un peu ça. Je peux peut-être prendre le cas. Il y a des exemples où, comment je peux dire ça, on sait que l'utilisation de l'IA a je veux dire, comme si on prend les LLM, je vais prendre les LLM aujourd'hui, où on sait que les réponses données ou les solutions que ça propose ne sont pas toujours vraies et les users ne sont pas forcément conscients de cela. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir des users formés, sensibles et alertes pour utiliser l'IA de manière consciente et efficace. Pour moi, c'est surtout ça le risque que je vois avec l'IA aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas forcément conscients de tout le risque de faux ou de mal, je peux dire ça comme ça, que ça peut causer. Donc, c'est important de former, sensibiliser, d'amener les gens à être alertes par rapport à ces aspects-là. Super. Je vais juste demander à chacun de nos speakers de parler beaucoup plus fort pour les besoins de la vidéo, mais aussi du public. Super. Donc, Edith. Oui, vas-y. Oui, bon, moi, mon inquiétude majeure, c'est pour les enfants. Parce que, bon, déjà, l'accès à Internet, c'est difficile de contrôler pour les plus jeunes. Et maintenant, on leur donne, ou du moins, ils ont accès à un outil qui est capable de répondre à toute forme de questions, qui peut les guider dans une direction ou une autre, tant qu'il n'y a pas le contrôle parental. Et pour l'instant, je pense pas que c'est quelque chose qu'on ait vraiment maîtrisé, l'impact de cette technologie-là pour les cerveaux moins mûrs, qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui n'arrivent pas à être encore sensibilisés. Donc, c'est pour moi ce gros point d'interrogation et j'attends impatiemment de voir ce qu'on peut faire au niveau régulateur, au niveau éthique, comment on protège nos petits-enfants qui parfois sont seuls devant leurs écrans et qui peuvent mettre n'importe quoi comme requête à l'IA qui ne sait pas qui est derrière. C'est ça. Donc, en tant que parent, c'est un gros point de concern au niveau de cette nouvelle technologie.
Je rajouterais aussi le point de, bon, on va dire mon domaine, hein, l'information, les médias, la manipulation de l'information, les fake news. On est face à une technologie qui a ingurgité, bien sûr, on va dire toutes les connaissances qu'on lui a données sur Internet, les connaissances auxquelles elle a eu accès, les biais auxquels malheureusement elle a eu à faire face sans que ça soit volontaire ou pas. Là, c'est la question aussi. Mais on est face à une technologie aussi qui permet aux utilisateurs de facilement flouer, manipuler, détourner, créer des deepfakes pornographiques de n'importe qui, à tout moment quand on le veut, que ce soit des deepfakes vidéo, audio, photo, whatever. On est face à une technologie, en fait, qui nous met à nu. Quand je dis à nu, en termes de transparence, je peux tout faire. Je suis un individu lambda qui est quelque part dans le monde, ici ou ailleurs. Je peux manipuler l'information, la transmettre via des canaux en passant par des personnes vulnérables qui ont cette facilité de transmettre l'information sans la vérifier. Je prends les canaux WhatsApp de nos mamans, de nos tontons, tantis, même des intellectuels, hein, qui, on n'a pas tous comment je peux dire, le réflexe de vérifier l'information, et malheureusement, ça peut partir très vite. Avant même que ces outils soient grand public, c'était déjà compliqué. On a eu le cas ici, il y a quelques années, dans un passé tout récent, d'une femme qui s'est retrouvée dans un marché et qui a propagé une rumeur sur la base d'une vidéo dans laquelle elle disait voir des personnes, des Ivoiriens se faire maltraiter frappés par des Nigériens. Et il s'est trouvé que c'était faux, mais elle s'est filmée en live Facebook pour haranguer dans les marchés et demander à tous les commerçants qu'elle voyait, oui, levez-vous, les Nigériens sont en train de nous tuer à la frontière. Elle n'avait pas vérifié l'information. Soit c'était intentionnel, soit elle ne savait pas, et par folie passagère, elle a décidé de semer le trou, et malheureusement, il y a eu des violences et il y a eu un mort. Donc, vous imaginez ça avant l'accès pour le grand public à ces outils d'intelligence artificielle, de manipulation et tout. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on se trouve, où on peut faire tout et n'importe quoi, où je peux être un criminel et puis prendre la voix du fils, de ton fils, de ta fille, et puis t'appeler pour faire croire que oui, ta fille a été kidnappée et tout. Donc, il y a beaucoup d'implications en termes éthiques. C'est hyper compliqué. Je vais donner un dernier exemple. En Corée du Sud, où l'année passée, il y a eu une vague autour des écoles maternelles. Bon, déjà, eux, ils ont des problèmes, tout ce qui est, comment je peux dire, sexisme, violence sexuelle, harcèlement et tout. Mais il y a eu une vague de manipulation d'images des filles d'école maternelle. Donc, dont les images, les photos ont été manipulées pour en faire des deepfakes, simplement, où elles étaient nues et qui étaient propagées sur le dark web et d'autres plateformes de pédocriminels, en fait. Donc, c'est hyper compliqué. On est face à un monde nouveau, incertain. On a cette excitation en tant que geek, hein. En tout cas, moi, en tant que geekette, il y a cette excitation, mais il y a aussi cette crainte parce que oui, on met des lois en place, mais on ne sait vraiment pas où on va. L'objectif, c'est de faire des campagnes de sensibilisation. On espère que ça va marcher. Mais en termes éthiques, on est face à une boîte de Pandore qui est bien ouverte là. Ben, je vais répondre avant de laisser Aïfa parler. Je dirais que pour ma part, c'est même pas tant l'IA qui me fait peur, c'est l'humain qui me fait peur. Merci. Parce que à la fin de la journée, ça reste une technologie que des humains ont fait. Et ces humains-là font confiance à d'autres humains qu'ils ne connaissent pas en leur disant « Je pense que je t'ai assez dit, comment est-ce que tu dois l'utiliser? Vas-y, débrouille-toi. » Du coup, on a des humains qui ont des pensées un peu plus tortueuses, sinueuses, qui vont en faire une utilisation qui est juste pas normale, pas éthique, pas, en tout cas, qui ne tient pas la route. Et donc,
malheureusement, ça va donner des idées à d'autres humains qui sont en train d'avoir des idées qui sont pas très claires. C'est vraiment quand je vois l'IA, quand je vois le potentiel qui est là aujourd'hui, je pense vraiment à Esprit criminel, la dernière saison d'Esprit criminel, qui parlait en fait donc du réseau qu'un seul criminel avait bâti pendant la Covid, je crois en tout cas, mais vraiment un réseau dormant de criminels. Et donc, imaginez que on dépose l'IA, même si elle est de la façon la plus safe dans un réseau de criminels dormants. Voilà, la boîte de Pandore, comme elle a dit, elle est ouverte. Donc, le problème, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on peut dire qu'on a sécurisé nos IA de la meilleure des façons. Quand ça tombe dans la main de noirs, c'est ce qu'on va dire, de black hats. Là, te montrer que ton IA est ta sécurité en question. Voilà, en fait, elle servait à rien. Donc, ouais, c'est surtout ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça tombe dans les bonnes mains, alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui, malheureusement, est mainstream, en fait. Après, je pense que pour ça, tu n'auras jamais forcément de garantie. C'est ça. Au final, c'est comme toute technologie. Oui. Si on parle de Google aujourd'hui, on fait de bonnes choses et on fait de mauvaises choses. Après, aujourd'hui, avec l'IA, au final, c'est quoi l'IA? C'est vrai qu'on dit l'IA, elle est raciste, l'IA, elle est sexiste. Mais c'est pas l'IA qui est raciste ou sexiste. On en revient à toi. C'est l'humain. L'IA, elle est entraînée sur un corpus de données. Donc, ce corpus, il va juste prendre, il a fait son scrapping sur tout ce qu'il sait sur les humains, les forums, les vidéos. Donc, lui, il est là pour imiter l'humain. Sauf que le problème, quand on va prendre un biais, tout le monde a des préjugés, hein. Que ça soit moi, que ça soit toi, tout le monde en a. Donc, on va juste prendre un préjugé, on le met dans une technologie aussi puissante. Là, c'est un désastre. Après, moi, je vous rejoins chacun sur les problèmes, par exemple pour les enfants. Mais aujourd'hui, on va dire c'est aussi aux parents de faire attention de la même façon qu'on va dire quand tu installes TikTok ou Facebook ou Instagram et on sait que cette génération l'utilise de plus en plus tôt. Donc, on va lui dire, si quelqu'un te parle, tu fais attention. S'il y a quelqu'un qui t'envoie un message, tu fais attention, mais c'est pareil que Chat GPT. C'est pas juste un outil pour une recherche Google. Donc, il y a ce côté faire de la sensibilisation. C'est pareil que pour les femmes et les deepfakes. Aujourd'hui, l'Internet, il y a une hypersexualisation des femmes sur Internet. C'est vraiment compliqué. C'est connu. Donc, tous les deepfakes, généralement, même les applications, déjà les applications pour faire du n'importe quoi avec l'IA, elles sont gratuites. Oui. Ça, c'est clair. Bizarrement. Elles sont gratuites. Donc, voilà. Qui a été développé par les hommes. Ben oui. Donc, directement, pour même mettre une femme nue, ça va être une femme. On va jamais nous proposer un homme. Je l'ai essayé. Non, mais en fait, non, on va pas chercher à mettre un homme nu et puis dire que oui, je t'envoie ça, je vais te menacer donc, avec... au final, quel et temps, le pire, c'est que tu il y a aucune régulation, mais même aux États-Unis aujourd'hui, par rapport au deepfake. Il y a pas. Mais c'est pas là-bas qu'on va chercher une Il y a régulation. pas. Là-bas, déjà, ils sont en dérégulation. Donc le problème, c'est il faut que la régulation suive le progrès. Donc, c'est là tout le problème, parce qu'au final, elle a de bons côtés. C'est un outil, pour moi, qui est révolutionnaire, qui va faire de très belles choses, mais à côté, l'humain est ce qu'il est. Et donc, il va faire de très mauvaises choses aussi. Non, en fait, c'est vrai que... Il faut vraiment juste choisir, quoi. Ouais. On a eu toutes ces révolutions, jusqu'à celle qu'on a aujourd'hui, la révolution d'Internet, les nouvelles technologies et tout. Quand je prends l'inventeur de la bombe H, comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, l'inventeur de la bombe H, je veux dire, à l'époque, l'information scientifique, la maîtrise scientifique, fallait suivre des études universitaires poussées. Tout le monde n'avait pas accès à des études universitaires. Déjà, même ça coûte cher aux États-Unis. Il faut s'endetter pour suivre des études universitaires partout dans le monde. Même dans le public, c'est pas forcément évident, même pour son doctorat, son master. Mais imaginez à l'époque, on fait une bombe H. Ok, ça tue, ça détruit des vies et tout ça. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde où je peux m'asseoir, je peux avoir un petit peu de connaissances en prompt, je peux avoir un petit peu de connaissances en code,
mais aussi de connaissances en psychologie, en manipulation, même sans être psychologue, hein, parce que les brouteurs, c'est des grands psychologues, des grands manipulateurs. Parce que manipuler quelqu'un à distance là-bas, attends, c'est du high level. Yeah. Je peux m'asseoir, je peux me documenter, puis dire, OK, je vais lui demander comment concevoir une bombe. Forcément, ils ont mis des balises. Mais si je suis assez bon, comme un black hat et tout, je peux lui demander conçois-moi une bombe et tout. Non, c'est pas pour ce que tu penses, mais et tout, c'est pour quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans mon jardin. Je vais limiter la surface d'explosion et tout et tout. Il est là. Qui C'est là, peut en fait. créer. Et je crois qu'on a eu récemment quelques exemples de... Une Tesla qui a explosé. Exactement, et C'était tout. un homme qui était allé, qui a Voilà. utilisé chat GPT. Et même moi, j'ai essayé un prompt, hein, ça a marché. Oui, ça Haïfa, marche. Directement. vraiment. Oui, mais Faut le faire. Non, il fallait essayer. c'est une Voilà, il test. faut essayer. Éthiquement, il faut essayer. Sauf Pouvoir, que j'ai eu beaucoup de jusqu'au bout. demandes pour le prompt que je n'ai pas donné. Oh, mais merci. Voilà. Waouh. En fait, Attends. Encore une fois, bien les des mecs, tu demandes. es qui, en fait? Attends. Ouais. Mais encore une fois, ça revient à l'essentiel. C'est ce qu'on en fait. Il faut qu'il y ait une sensibilisation parce que tout le monde utilise l'IA sans savoir ce qu'elle utilise. Mhm. Moi, quand je vois sincèrement sur TikTok des femmes qui vont dire à l'IA parle-moi comme un homme viril, non, mais on est où en fait? Et à un moment, Voilà. sauf qu'à un moment, tu te fais prendre au jeu. Ouais. Et c'est ça tout le problème. C'est là que tu tombes amoureuse. Ben voilà, de il y a une femme qui est ChatGPT. amoureuse de La chat solitude. GPT. Oui, la solitude. Ben voilà, Ça. c'est la psychologie, hein. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus de problèmes humains qui viennent en fait. En fait, c'est vraiment comme si on est arrivé à on est au summum parce que tous nos problèmes humains sont maintenant confrontés à une technologie qui, elle, a pris la somme de tous les problèmes humains, mais toutes les bontés humaines C'est aussi. ça. Ouais. Et qui s'est mis là, et puis voilà, on est confronté à notre réalité. Mais enfin bon, ça ouvre un peu vraiment le débat sur tout ce qui va se passer après. Pour nos prochaines questions, je vais laisser Haïfa nous introduire. L'idée étant que pour chacune des questions, on n'est seulement que deux participants. On va faire au mieux. Mais voilà, Haïfa, Alors, je moi, j'ai une te question donne le pour floor. Stéphanie. Alors, pouvez-vous expliquer ce que sont les biais algorithmiques? Et avez-vous des exemples concrets montrant comment ils peuvent renforcer les inégalités? Wow, les biais algorithmiques. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en termes de données, on n'a pas une diversité des data points et sur le genre et sur les orientations sexuelles et LGBT. Donc déjà, depuis la source, s'il n'y a pas suffisamment de données sur lesquelles l'IA va se baser pour répondre ou pour interagir, donc ça fausse le résultat. Et pour pallier à ce genre de problème, c'est d'avoir des données équitables sur tout, non seulement toutes les couches de la population. C'est compliqué, ça. Voilà, C'est compliqué. toutes les langues, parce que même en termes de langage, bon, aujourd'hui, il y a même des outils qui ne peuvent pas fonctionner dans d'autres langues. Donc, il y a un problème de diversité de données et qui cause justement ce genre de biais-là dans les algorithmes. Donc, c'est le premier élément sur lequel je voulais insister. Et Un exemple de biais. voilà, un exemple de biais, non, je ne pense à aucun en ce moment. Je te donne Alors. un sur le recrutement. Et, Aux Ça, il États-Unis, est même phare, chez en vous plus. là-bas. Oui, sur Amazon. C'est chez vous Il est là-bas. tellement phare comme exemple. ah oui. Amazon avait utilisé, ça je pense que c'était en 2017 hein, quand même, ça remonte. Ils avaient utilisé l'IA pour faire des recrutements. Sauf que petit problème, l'IA va analyser tous les CV depuis X temps de Amazon et là l'IA se rend compte que c'est que des hommes qui sont Que les privilégiés. hommes. Voilà. Donc automatiquement, elle a appliqué ça. Et là, problème chez Amazon, il n'y a pas de parité. C'est pareil que pour les assurances aujourd'hui. Quand si les assurances ont recours à l'IA, il y a un problème. Et donc après, de toute façon, on rentrera dans les débats. Mais oui, donc aujourd'hui, c'est vrai que les algorithmes ne sont pas représentatifs de la société, mais à tous les niveaux, que ça soit l'âge, que ça soit la race. Il y a vraiment un gros problème. Et encore une fois, on en revient au corpus d'entraînement. Good. Une autre personne qui veut... Oui, je veux bien. Yeah. Donc, peut-être dans
pour compléter un peu la définition du biais, en fait, on peut voir l'IA comme un enfant qui apprend. Et le biais, ça va être le fait que l'enfant, en fait, il apprend seulement avec l'expérience auquel il est exposé. Exactement. Donc, si on ne l'expose pas à toutes les expériences, forcément, lorsqu'il va se retrouver devant une nouvelle expérience, il va appliquer ce qu'il a appris sur les autres et le résultat ne sera pas bon. S'il faut vraiment simplifier. Et un exemple, hein, ça peut aller dans le même sens. Je pense à un projet sur lequel j'ai travaillé où, en fait, on déployait des caméras faciales dans des camions. C'était en fait pour détecter les comportements à risque sur les chauffeurs. Sauf que l'IA derrière avait été entraînée avec des faciès européens et asiatiques. Et avec des chauffeurs africains, il y avait beaucoup d'erreurs. Donc, tu avais des gars qui étaient en forme, mais voilà, ça le flaguait tout le temps. Tu dors, tu es fatigué, ou d'autres cas comme ça. Donc, il a fallu compléter l'entraînement de cette IA-là pour qu'il y ait beaucoup moins d'erreurs sur les chauffeurs africains. Et je peux vous dire qu'au début, pour les chauffeurs, c'était pénible. Ben oui, la en fait, frustration. ça me rappelle une histoire qui s'est passée aux États-Unis. C'est un monsieur qui a reçu une convocation de la police. Donc lui, le pauvre, il comprend pas. C'est un Afro-Américain. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc il se rend tout confiant, sauf que là, il est incarcéré pour, comme quoi il avait fait un délit de fuite. Mais on l'incarcère et on lui dit, on t'a vu, tu l'as fait. Mais lui, il nie en bloc. Sauf que là, donc là, il y a l'avocat qui demande le contexte et il se rend compte que c'est une caméra qui l'a filmé. Mais sauf que cette caméra s'est trompée vu que lui, au même moment, était dans un Western Union. Parce qu'elle n'arrive pas à identifier les peaux noires. Encore une fois, c'est l'entraînement. Oui. Et là, aujourd'hui, il dit, quand je marche dans la rue, je veux qu'une caméra me filme. Parce que au final, ça m'a sauvé. Ouais, bien sûr. Oui. En fait, je pense que tous ces biais aussi, mine de rien, c'est une photo de la société. Ben oui. Sérieusement. Parce que, bon, si les femmes, les populations noires ne sont pas suffisamment présentes dans la tech, les populations africaines aussi ne produisent pas de technologie pour alimenter ces technologies. Ne produisent pas De data pour alimenter. oui. Parce que, au-delà de ça, tu as donné l'exemple de Amazon. Oui, des hommes. Mais ce sont des sociétés qui ont toujours évolué ainsi. Donc, on peut, oui, se plaindre de biais algorithmiques, mais ils l'ont créé avec les outils avec lesquels ils ont l'habitude de fonctionner. Et forcément, il y a des communautés qui ne le voient pas, qui ne rentrent pas dans leur spectre, en fait. Donc, pour moi, c'est juste, en tout cas, les biais algorithmiques sont un miroir de la société dans laquelle on se trouve. Et je le Donc, dis tout le temps. c'est à nous, population noire, population africaine, là, de dire, OK, produisons du contenu, alimentons ces outils d'intelligence artificielle pour leur dire, OK, vous n'avez pas juste comment je peux dire, un pattern, il y en a plusieurs, ils nous sont présents, et il faut juste les alimenter. C'est là où je pense que quand OpenAI avec ChatGPT est arrivé, je me suis dit, ah ouais, on a raté ça encore, en fait. Je me suis dit, oh mince, on a raté ça encore, en fait. Et quand j'ai découvert que c'était des Kenyans qui avaient entraîné ces outils, qui avaient eux-mêmes été exposés à énormément de violence et tout ça, avait fait un tollé avec le reportage de BBC et tout ça, je me suis dit, ah ouais, main d'œuvre, quoi. Et cheap, en plus. C'était, je crois, à $2. Ouais, si c'est $2 pas moins. et demi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est face à quelque chose. C'est à nous de bosser. C'est à nous de trouver des solutions pour alimenter ces outils, pour produire plus de données, pour rendre beaucoup plus la donnée accessible. Parce qu'au final, nous consommons également. L'exemple le plus patent au début avec DALL-E, par exemple, il fallait vraiment accentuer le prompt pour qu'il te produise une image de femme noire et tout ça, quoi. C'est vrai que ça a évolué maintenant, mais au début, c'était un peu compliqué, quoi. Mais jusqu'à présent, avec d'autres outils, bon, moi, là, je parle en tant que IA artiste. La première fois que j'ai généré une image d'Abidjan, je me suis dit, mais on est où là, en fait? Exactement. Je reconnais pas.
Et il y avait rien à faire. Non. La machine, elle ne veut pas comprendre. Je pense qu'elle m'a montré la Côte d'Ivoire de 1950. Exactement. Que moi, je connaissais même pas. Ouais. Je dis, mais il y a un problème. Ou bien Et- quand tu demandes à Abidjan, à un moment, je voyais toujours jamais les d'Abidjan, sale, c'est toujours sale. Tout le temps, C'était c'est tout délabré. pareil, toujours sale, en fait. Et même aujourd'hui, si on demande, fais-moi une famille africaine à New York, ça Ouais. marche pas. Hein. Il y a toujours un problème. Ouais, j'imagine déjà mon image. Ah non, hein. mais c'est catastrophique. Et c'est pour ça que beaucoup me demandent pourquoi j'ai pris la thématique africaine. Mais c'était pour ça, en fait, pour montrer cette beauté Mm. que le corpus de données ne montre pas. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois, ces générations au final qui sont tech, full tech, parce que nous, on a connu le monde d'avant. Mhm. Eux connaissent le monde technologique. C'est un peu comme la découverte du feu à l'époque. Hein. Moi, je la considère comme ça. Et aujourd'hui, quand on leur montre ça, pour eux, ça va être une réalité. Ils vont plus savoir le vrai du faux, et c'est un gros problème. Cet esprit critique qu'ils n'auront plus. Mhm. C'est un peu si on en revient au wokisme avec Grog, Mhm. mais ça l'a modifié à l'histoire. Ouais. Je Je dis, mais attends, à un moment, comment un enfant va savoir que, écoute, ça, en fait, ça s'est pas passé comme ça, c'était plutôt comme ça. C'est ça. Parce qu'on déforme les réalités. Effectivement. Et il y a un problème. Vu que ces outils, ils les utilisent, mais malheureusement, il y a personne pour alerter. Ouais. Non, mais dans tous les cas, Régulation. j'ai gardé ma question parce que je me suis dit, OK, ça, il faut que je demande. Et je suis désolée de sortir un peu du contexte. Mais on a parlé du cas de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le préjudice que la personne a subi. Et ça fait poser la question, qui est responsable lorsque l'algorithme cause un préjudice? Ça, c'est vraiment une question. Ça, les j'ai envie de dire. les juristes, je pas le juriste en eux. On se pose la question tous les jours. Les droits d'auteur. Il faut en parler. Qui est responsable lorsqu'un préjudice est causé? Mais encore là, il à faut cause que de la l'algorithme. régulation soit mise en place. Parce que c'est un peu comme, tu sais, quand on fait nos cours en éthique, on nous dit qui est le responsable, c'est le concepteur. Au final, on cherche un peu. Mais au final, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Si on prend l'exemple de cet adolescent qui s'est suicidé à cause de caractère AI, donc cette application, il a utilisé l'IA, il avait déjà, lui, des pensées suicidaires, et il a demandé à l'IA, j'ai envie de me suicider. L'IA lui a répondu, oui, suicide-toi. Il l'a fait. Vas-y. Mais au final, qui est responsable? C'est les parents? Non. Le concepteur? Oui. Donc au final, c'est ça. Il faut qu'il y ait une régulation claire sur la question pour dire aujourd'hui la responsabilité de qui est engagé. Et il n'y a pas au final de réponse aujourd'hui. C'est ça qui est... En fait, moi, souvent, quand je le vois, je me dis, c'est vrai, on a raté quelque chose, mais on a toujours la possibilité de re-rentrer vraiment dans l'histoire, je vais dire ça comme ça, mais en tout cas, de se remettre quand même dans le train en étant peut-être les premiers à pousser la réflexion sur qui est responsable, mais surtout de laisser savoir au monde que tout le monde a sa part de responsabilité dans tout ce qui dans tout ce qui se passe. Et j'ai envie de poser une question à Terence. Terence? Terence. OK, Terence. Donc, quelle politique concrète les entreprises africaines pourraient-elles ou devraient-elles adopter pour garantir une meilleure protection des données, une meilleure transparence aussi donc dans l'utilisation des algorithmes, ce qui voudrait dire que les personnes savent sur quoi les data, enfin je veux dire l'outil a entraîné, quel algorithme et autres. Je le pose vraiment parce que je sais que tu as Data 354. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en compte dans cette question. Déjà, idéalement, il faudrait qu'on soit, comme Edith l'a mentionné tout à l'heure, nous-mêmes acteurs dans la création des données. C'est ça. Pour les entraînements des IA. Là, ça va dire nous donner un peu plus de contrôle. Et même lorsqu'on a ces données-là, malheureusement, beaucoup de cloud, c'est encore en Europe, aux États-Unis. Donc, idéalement, ça devrait être bien aussi d'avoir les données stockées en local. Bon, mais là, on va dire, ça rentre un peu dans un autre contexte. Mais ce serait bien d'avoir les données stockées en local pour nos entraînements, pour notre utilisation. Mais vraiment, le plus important derrière, c'est être acteur de la création des données pour l'entraînement et mieux contrôler le processus de création de ces données-là. Parce que ce serait bien d'avoir déjà assez de diversité, assez de représentativité
et aussi idéalement mettre la régulation avant l'exécution, mais ça c'est très difficile. La technologie va en général très vite, trop vite, donc la régulation viendra après. Mais idéalement en fait que les acteurs qui sont autour de ce type d'action là soient responsabilisés assez vite pour vraiment garantir une certaine qualité de données, une certaine diversité dans la donnée et contribue aussi à sensibiliser les utilisateurs d'une manière ou d'une autre. Je pense même aussi, c'est adopter une charte éthique. C'est ça la base. Alors, ça serait ça même. Idéalement, les boîtes auraient déjà ça. Je veux dire, ça ne doit pas dépendre de l'IA pour avoir une charte éthique. Bien sûr. Ou peut-être maintenant, dans cette charte éthique-là, intégrer exactement. L'aspect IA. Mais en général, ça va être compliqué parce que dans les boîtes tech, il y a aussi un besoin de vélocité qui fait qu'en général, comme j'ai dit, l'aspect tech va très souvent aller avant l'aspect éthique. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est quand on va... Parce qu'en général, lorsque ces outils sont créés, c'est pas forcément créé avec de mauvaises intentions, mais c'est lorsqu'ils sont utilisés qu'on peut découvrir le dark side. Donc peut-être des audits par rapport aux algorithmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou bien simplement des... bon, c'est vrai que la technologie va plus vite en général, mais au niveau de la loi, c'est des amendements. Ouais. Je veux dire, c'est des choses qui s'adaptent au fur et à mesure. La modification de la loi sur la presse et les télécoms, c'est en 2013-2014. Il y a beaucoup d'aspects sur l'utilisation du numérique, les interactions entre les utilisateurs, les boîtes, les plateformes ont été intégrées dans la loi sur les télécoms qui a été mise à jour à ce moment précis. J'avais décortiqué même ça dans un article de blog. Et par exemple, je prends un exemple. Dans le texte de loi amendé, tu as un développeur d'application ou bien de site web, et puis tu décides parce que le client t'a pas payé, tu décides de bloquer les accès au site et tout. Frère, tu vas en prison. Ça y est, dans le texte de loi. Tu vois, je crois que c'était 5 ans de prison ou ce genre de choses. On voit des SMS non sollicités à un groupe de personnes. Si une personne décide de se plaindre, tu payes une amende ou tu es sanctionné, tu vas en prison. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées là-dessus, sur tout ce qui est support numérique, données personnelles et tout ça. À l'époque, nous, on était trop pressés. On trouvait que ça avait mis du temps, mais ça s'est fait. 2008, 2009, on était là, et tout de suite, ça arrive en 2013, 2014. Je pense que c'est des amendements qui peuvent être apportés au fur et à mesure. Des fois, on attend qu'il y ait un gros scandale ou un énorme problème pour réagir. Mais je pense que quand même, au regard de ce qu'on est en train de voir, il y a la réflexion sur l'intelligence artificielle qui a bien avancé. Exactement. C'est des choses qui prennent le temps. On voit un peu comment ça se passe en Europe, aux États-Unis. Les États-Unis se plaignent de l'over-regulation de l'Union européenne. L'Union européenne trouve que c'est du laisser aller au niveau des États-Unis, des boîtes tech américaines, parce que bon, elles veulent tout faire en même temps, filles de l'éthique et tout ça. Mais le plus important, c'est ce qu'on en tire, l'intérêt pour nous, nos populations, populations jeunes, avec des défis encore à régler, le défi de la nourriture, l'alimentation, l'agriculture, l'électricité, l'eau, l'accès à l'éducation et tout. On a des vrais défis, quoi. C'est ça. Ça me rappelle un monsieur qui avait dit à un panel, il posait une question, il dit, mais vous nous parlez de l'IA, mais nous, on a d'autres problèmes, là. C'est ça. Non, mais en fait, je suis totalement d'accord et je pense que il a parlé de quelque chose même qui est tellement important aussi. L'IA, ça nécessite de l'infra. Ouais. Ah, bien. Et on a un autre problème sur l'infra ici, en Côte d'Ivoire, et même à l'échelle peut-être un peu plus africaine, en fait, ça nécessite des data centers. Mais on en a quand même. Oui, on en a quand même. On a le supercalculateur
Le deuxième supercalculateur d'Afrique qui est présent Il y à a Benjamin, pas- mais est-ce qui est que- utilisé seulement à 15%. Ils nous attendent Mais là-bas. pourquoi? Mais Parce c'est ça, qu'au en fait, final, il y a c'est pas ça, le l'expertise aussi. Non, mais les entreprises sont là. On a des professeurs d'université, on a des étudiants qui viennent utiliser, qui viennent s'entraîner là-dessus. On a des étudiants qui sont dans des classes de data scientists. Le truc est là. Ouais. C'est accessible gratuitement. Le directeur se plaignait que les entreprises, Voilà, les boîtes, justement. Et c'est les ça boîtes qui sont là c'est ça que j'appelle le problème. préfèrent Parce que voilà les boîtes, payer ailleurs, vont pas, alors que eux ils sont exactement. là. Ils ont juste besoin d'argent pour payer la climatisation et tout ça parce que ça a été offert par Atos. Mais Atos ça va pas mettre de l'argent ad vitam aeternam. Tu vois, Ouais. le truc est là, on l'utilise pas. C'est vrai, on peut se plaindre de oui, il y a pas de data center. Oui, bon, il y en a au Vitib et tout ça. Là, Si on maintenant, doit construire on en a une IA, cinq, quatre Ivoirienne, est-ce que celui qui est au victime va suffire? Mais quand on parle de problèmes d'infra, on parle aussi justement de comment est-ce que nous-mêmes, en fait, on est réactifs par rapport à ce qui est mis en place, effectivement. Parce que oui, énormément, le supercalculateur est là, la dernière fois, on en parlait. Mais s'il n'est pas utilisé, finalement, on a toujours un problème d'infra. Donc, je pense que c'est un point, en fait, qui est important à relever. Et je rebondis donc sur le point que Haïfa a mentionné. Finalement, on parle de compétences quand on parle d'IA. Mais comment est-ce qu'on fait quand notre charte, en fait, je dis ça comme ça, les états généraux de l'éducation nationale qui ont été faits il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans. C'est maintenant, ils vont communiquer là-dessus. Ça démarre bientôt. Et n'ont pas prévu le grand beaucoup public. de changements, surtout, mais que l'éducation supérieure non plus n'est pas vraiment en train de se dire que il faut mettre en fait il faut se mettre un peu le feu en fait parce que les choses sont en train d'avancer très rapidement. On se retrouve quand même avec des compétences qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas nécessairement trouvables Mais voilà, on en revient sur, à l'expertise. Moi, sincèrement, pour moi, sur le territoire. l'éducation, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, dans le monde, elle est caduque. Aujourd'hui, l'éducation, elle est caduque. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on doit même l'intégrer dès le plus jeune âge. Les enfants, et je suis intervenue devant des enfants de 5 ans, 6 ans, moi je me suis dit, mais comment je vais leur expliquer l'IA? Ah bah, ils me l'ont expliqué, hein. Mais calmement, ils me l'ont expliqué. Donc, dès le plus jeune âge, ils savent ce que c'est. Pareil pour des enfants de 7 ans, ils m'ont dit, mais madame, on a l'IA sur Snapchat. Moi, je n'étais même pas au courant. Non, mais je j'ai même te pas vois, Snapchat. c'était où Moi, depuis, je suis trop vieille, je pense. mais j'ai pas Snapchat, mais je sais que depuis, Oui, c'est vrai. c'est peut-être la première, c'est Ouais, peut-être ouais. la première La première, application mais moi, je n'étais même sociale pas au qui est courant. intégrée. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, le système, il est caduque. Et le problème, c'est que là, s'ils n'ont pas les compétences, il y a des métiers qui sont même pas nés encore, qui vont naître. Moi, j'ai le métier de IA artiste, il était même pas là il y a 2 ans. Studio AI, il n'était pas là. Aujourd'hui, je mets sur mon CV Studio AI. Il y a 2 ans, on connaissait pas. Et c'est quoi ça? En fait, il faut repenser Il faut repenser l'éducation. tout l'éducation. Repenser de la manière, du l'éducation. point de vue de l'enseignant. Parce que l'enseignant, déjà, on est dans un système, parce que même quand la ministre voulait faire les états généraux de l'éducation nationale, il y a eu beaucoup de levées de boucliers, des directeurs, des DREN, je veux dire, des personnes qui sont habituées à un système qui n'a pas changé depuis 20-30 ans. Tu veux apporter des innovations, des changements drastiques et tout, forcément, il y a des blocages. Il y a eu beaucoup de blocages avant d'arriver même au séminaire en lui-même. Maintenant, là, il faut c'est sa mise en application qui est progressive. Mais je veux en revenir par rapport à l'IA. Tu as parlé de tes enfants de 5 ans, 6 ans, la génération Z, là. Ah oui. Mais ceux même qui sont juste au-dessus, qui, aujourd'hui, font leur devoir avec ChatGPT ou Claude. Le professeur qui a donné le devoir, il peut pas vérifier. Je veux dire, à moins qu'il ait des outils pour vérifier si le devoir, la dissertation, mais encore. Mais est-ce que lui-même, il a, je prends les écoles publiques, hein, au-delà même du privé, même le privé, il n'a pas le temps de prendre la feuille, là, et puis de scanner. Bah oui, parce qu'imagine, il va et puis de scanner vérifier si ça a été écrit par une IA. oui. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait le devoir à la maison, il a ramené le devoir. Donc, on est face à un cas pour les enseignants, pour le système éducatif, où l'enfant ne va plus forcément réfléchir ou va demander à son cerveau par procuration, qu'est ChatGPT ou autre, de le faire pour lui. Donc, comment, en tant que professeur,
en tant qu'enseignant, système éducatif, on se dit non, on va pas résister à ça parce que de toute façon, tu peux pas rentrer dans chaque maison, voir chaque parent pour dire la nuit quand ton enfant est couché, qu'il est en train de faire ses devoirs, enlève le téléphone ou l'ordinateur. Il peut avoir 17 ans, tu peux pas le faire. C'est comment faire de telle sorte que, sachant que ces devoirs seront faits en collaboration avec ChatGPT, comment rendre les cours Plus créatifs. attrayant même. Comment rendre l'assimilation de l'enseignement beaucoup plus créatif, c'est-à-dire C'est ce ça. n'est plus juste du top-down, je te donne tu avales la leçon et puis tu me la recraches, mais où, par exemple, c'est une discussion, En un fait, c'est ça, débat, il faut que on ça donne soit un problème. plus ludique, plus pédagogique. Exactement. Un peu comme Montessori. On donne un problème, les étudiants sont là, qu'ils soient du cycle, du premier cycle ou du second cycle, mathématiques, sciences naturelles, français. On résout des problèmes que l'enseignement Sur place. soit juste un enchaînement de résolution de problèmes. Tu vois, pour qu'on soit vraiment dans la pratique. Certaines écoles le font depuis, même avant l'arrivée de ces outils génératifs, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment repenser l'éducation parce qu'il va juste prendre le soir, Oui. il fait les calculs avec Ça fait que les ChatGPT. devoirs, Il fait maintenant, le ne devoir mesurent plus avec. rien. Toi, tu ça peux pas sert à vérifier. rien. C'est tellement ça. Parce qu'en fait, peut-être la seule manière dont tu vas vérifier, c'est quand tu vas faire un devoir en classe. Bah, c'est ça. Mais Tu auras même ta le limite. devoir, le devoir en classe, là, tu vas te demander, mais comment c'est possible qu'il y ait une si grande différence Un décalage. Et en fait, même entre ce qui était le fait en problème classe aussi, c'est que vu qu'il n'y a pas eu de sensibilisation sur ces outils, même les étudiants, ils ne savent pas que l'IA invente. Moi, j'avais mes étudiants, je leur ai demandé le top 10 des influenceurs du tourisme en Côte d'Ivoire, mais ils m'ont sorti des noms, je ne sais pas n'existaient d'où ils les ont sortis. Hallucination de Max. Pro. Hallucination. Et puis, en fait, le Hallucination. pire, c'est que eux tous, ils ont déjà. En fait, c'est ça qui est le plus grave. Hein. Mm. Parce que on parlait tout à l'heure du fait que les enfants n'ont plus de pensée critique, mais Oui. même Mais l'adulte l'adulte n'en a n'a plus. plus en envie de fait. Exactement. Parce que comment normalement toi-même tu dois te dire, je suis en Côte d'Ivoire, que je vois un nom. Je sais que c'est pas dedans. Je Mais connais ne pas ce partons nom. même pas loin. Aujourd'hui, il y a OpenAI, ils ont eu un bug. Oui, si, Mais si. le nombre de messages que j'ai reçus, comment on fait Tu as une autre IA Je dis, mais il y a 2 ans, là, j'ai eu que ça aujourd'hui. C'est tellement Ils ça, n'arrivent en plus à plus. travailler sans. Ouais, non, c'est comme Internet à C'est l'époque. Internet, ça devient ça. fondamental. C'est ça, Dès qu'il n'y a c'est pas ça. Internet au bureau, tu sais qu'il n'y a pas Internet au bureau. Ouais, tout le monde est bloqué. Tout le monde est en Tout le panique. monde en train de, ok, on se regarde, bon, il n'y a pas de Il y travail. a Internet, on va rentrer à la maison, tu vois. À la maison. Il y avait Internet. Non, mais en tout cas, c'est très passionnant, mais je sais qu'on est en train d'arriver vers la fin. Moi, j'ai une question donc, pour voilà. Stéphanie. Yeah. Encore. Alors, Steph. en tant qu'architecte logiciel et experte en IA, comment peut-on intégrer l'éthique dès la conception des systèmes d'IA, notamment pour éviter ou minimiser les biais dans notre contexte africain? Dans notre contexte africain. Ok, ce par quoi je pense qu'on peut commencer, c'est former déjà les développeurs qui travaillent sur ces logiciels, ces projets, parce que certes, il y a la compétence technique en termes de langage, en termes de programmation, mais je pense qu'il y a un bon groupe qui ne sait pas encore ce dont l'IA est capable. Yes. Au-delà de... Donc, Je suis- Tu sens ça, on dirait. Je suis totalement d'accord, en fait. Donc, il faut former tous ceux qui travaillent avec des logiciels, les former sur l'éthique, les former même sur les tenants, les aboutissants de l'IA et comment même l'IA est entraînée par derrière en termes d'algorithmes. Deuxième, j'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est vraiment diversifier les données. Bon, peut-être que c'est pas l'utilisateur développeur, mais au niveau de faire une cartographie vraiment de tout ce qu'on a comme données et pouvoir diversifier ces données-là, tenir compte de la locale, donc des réalités locales, des différentes villes, des pays, des langues qui sont parlées. Donc, inclure vraiment tout ça dans nos data points. Et puis, faire des tests récurrents. C'est vrai, on a livré des projets. Bon, tout à l'heure, on parlait de monitorer. Donc, avoir des outils de monitoring de tout le dispositif qui est mis en place, cela va permettre de tester de temps en temps s'il y a des biais. Oui. C'est ça. Donc, chaque 2 mois, chaque 3 mois, vraiment faire du monitoring. Je pense que ce point-là est très souvent négligé.
Mais de même que les applications ont besoin d'être mises à jour à une certaine fréquence, il faut que aussi on puisse tester nos IA à une certaine fréquence. Et je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Alors moi, j'ai une question aussi pour Annie. En tant qu'experte en intelligence artificielle, comment voyez-vous l'intégration de l'IA dans les stratégies commerciales des entreprises africaines, notamment en Côte d'Ivoire? Pensez-vous que les entreprises ivoiriennes sont suffisamment sensibilisées aux enjeux éthiques liés à l'IA, tels que la confidentialité des données et les biais algorithmiques? Ok. Je vais répondre à la deuxième question L'inspiration, d'abord. Je Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Est-ce que je pense que les entreprises sont assez formées sur les enjeux éthiques même de l'IA? Non, parce que je ne pense pas que les entreprises sont assez formées sur l'IA elles-mêmes d'abord. Parce que normalement, si on était formé sur l'IA, on allait à un moment donné ou à un autre aborder les aspects éthiques, les enjeux éthiques que l'utilisation de l'IA pose. Je sais qu'on a une sensibilisation qui se fait, mais elle est encore faible. Sinon, c'est maintenant qu'elle émerge, on va dire ça comme ça. Donc non, on n'est pas nécessairement sur une sensibilisation qui est tellement grande pour que je pense que les entreprises soient suffisamment sensibilisées. Il faut plus de personnes qui peut-être s'intéressent vraiment à l'IA dans l'entreprise pour que les réalités des entreprises soient prises en compte et que dans le débat général sur l'IA, les entreprises puissent se dire « Ok, ça nous concerne aussi. Il faut que nous aussi, on commence à réfléchir à comment est-ce que on va changer quelque chose. » Parce que finalement, la première question que tu m'as posée traite de tout ce qui est stratégie commerciale, mais dans la stratégie globale même, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire par l'IA dans tous les aspects et pas seulement commerciaux. Il y a une intégration de l'IA qui peut être possible, mais elle est possible que quand l'entreprise sait que ok, tu perds de l'argent ici parce que tes opérations ne sont pas optimisées, viens, on va réfléchir à une solution ensemble qui va faire en sorte que tu vas pouvoir corriger ça. Et c'est dans ces cas-là que on parle un peu souvent de transformation digitale, mais quand on rentre en entreprise, on sait que c'est de digitalisation qu'on parle. Oui. On n'est pas encore au stade de la transformation digitale, mais dans ces aspects de digitalisation-là, oui, il est possible d'intégrer de l'IA en fait dès le départ. Et comment est-ce que ça va changer? C'est que dans je vous ai noté vraiment des cas bien précis. J'ai pas nécessairement le temps d'aller dans les détails de tout, mais juste avec l'utilisation d'agents AI dans les entreprises, et on en parlait dans le groupe des AI Lovers, on sait que cette année, c'est la verticale des agents AI qui va dominer, mais le potentiel que ça peut changer pour une entreprise, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on passe... Même en termes de productivité. C'est ça, en fait, c'est ça, mais c'est surtout ça, c'est aussi surtout en termes de gains économiques. C'est pas qu'on ne veut pas que les gens aient du travail, mais c'est surtout que à un moment donné, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire pour que ces humains-là soient peut-être sur des aspects qui sont beaucoup plus stratégiques qu'opérationnels, en fait, que manuels. Et on voit qu'il y a éliminer ces tâches chronophages, au final. Il y a un grand monde, en fait, qui s'ouvre devant nous, mais qui va être ouvert seulement que quand on va vraiment avoir cette volonté-là d'intégrer tout le monde déjà, que nos dirigeants d'entreprise, nos chefs d'entreprise vont se dire, OK, il y a un train qui est en train de passer, je peux pas rater ce train-là, et qu'ils s'intéressent en fait à ça pour qu'on puisse leur parler de ce que c'est l'IA, de ce que ça va leur apporter, de tout ce qui est enjeu éthique, de biais algorithmique, de tout ce que vous voulez en fait, mais tout commence par le fait que le chef d'entreprise, l'entreprise elle-même ait d'abord une démarche d'intérêt envers l'IA. Parce que même ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup d'employés utilisent l'IA et le patron il ne sait pas. C'est là où je veux en venir. Tu te rappelles le panel monsieur, et tout, oui, voilà. Oui. Tu as parlé d'aspect éthique, voilà, exactement. Tu as parlé d'aspect éthique, de stratégie. Et puis, le troisième point, quel intérêt, moi, entreprise, je vais dire PME, TPE. Moi, mais je suis le DG, je suis le comptable, je suis le légal, je suis everything et tout. Exactement. Est-ce que j'en ai besoin par rapport à mon domaine d'activité déjà? Est-ce que j'en ai besoin? Donc, le premier point, c'est
est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi j'en ai besoin? Quel problème j'ai identifié que l'IA peut résoudre? C'est pas forcément une course pour une course, mais c'est vraiment que les entrepreneurs, les entreprises elles-mêmes se posent des questions. Est-ce que au stade actuel, l'IA va me permettre de pouvoir doubler mon chiffre d'affaires si je l'intègre? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que mes employés en ont forcément besoin? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça, c'est la première réflexion. Maintenant, le deuxième point, c'est le côté éthique. L'IA est en train les outils d'intelligence générative sont en train de révolutionner le monde du travail. Pourquoi ils se sont introduits, on va dire, par la grande porte comme ça dans l'entreprise? Les managers, les dirigeants eux-mêmes ne se sont pas rendus compte parce que, bien sûr, ça les intéressait pas. On a eu le cas donc d'un monsieur pendant un panel avec Aïfa, où Aïfa était ma panéliste, et il a pris la parole pour dire, mais en fait, que lui, il a rapporté, je crois quoi, 20 millions, non? 21 millions par là et tout à son entreprise. Et comment il a fait? Vas-y, il posait la question de, il y a une entreprise, un prestataire de son entreprise qui voulait proposer une stratégie un peu comme un cabinet à la EY, KPMG, whatever. Et ils avaient fait une facture de 20 millions, 21 millions environ. Il a dit à son boss, mais boss, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher, moi je peux faire ça et tout ça. Ok. Donc, il s'est assis, il a demandé à ChatGPT et tout. ChatGPT lui a fait la strat de bout en bout et tout, il a fine-tuné la strat et tout et tout. Il l'a présenté à son boss. Son boss a regardé, mais il dit, mais attends, mais c'est pas mal, ça. Parce que son boss a dit, mais bon, quand je regarde même ce que les gars ont l'habitude ça a l'air même mieux. Ça a l'air même mieux. Sauf que le petit bémol, c'est que là, il lui a dit, mais je ne savais pas que tu avais de telles compétences. Il a dit, mais si. Il n'a pas osé dire. C'est là, parce que là, il y a problème. C'est ça, c'est là où on en vient à l'éthique et à, comment je peux dire, la transparence. Est-ce que moi, en tant qu'employé, je veux dire à mon boss, oui, j'ai suivi des études en marketing, je suis designer industriel ou ce genre de choses. Maintenant, je n'utilise plus ce que j'ai appris à l'école. Je prends quelques prompts et je pose la question à mon outil et il me donne ce que je veux. Et il le fait mieux, en fait, que moi, je l'aurais fait, rien qu'avec mes connaissances à l'école. Ce n'est pas la peur de se dire qu'on n'est plus compétent. Peut-être aussi. Voilà. Parce qu'il y a cette chasse aux sorcières. Quand maintenant, on cherche qui a fait avec l'IA. Exactement. Qui a fait avec l'IA. Donc, au on final, a honte. peur. Il y a une honte. Oui, donc, bien on sûr. a même peur de dire à son patron, écoute, oui, je l'ai fait avec l'IA. Et le patron va dire, mais donc toi, tu sais rien. C'est ça. Plus besoin de Exactement. En fait, c'est pour ça qu'il faut repenser le monde du travail, comme on l'a fait après Covid, en intégrant, dans le code du travail, en tout cas en Côte d'Ivoire, intégrer le télétravail. Il faudra, à un moment donné, intégrer le fait que les employés dans les entreprises, en tout cas tout ce qui est service, même tout ce qui fait appel au tertiaire, au dessin, à la création d'outils, de sites web, whatever, on utilise l'intelligence artificielle, même pour parler des réunions. On utilise l'IA, En fait, même la cas, secrétaire. Vraiment, moi, je vais dire que je sais pas pour les gens, mais moi, je suis certainement la personne qui est la plus fière de dire que ma spécialité, c'était AI for Business. Donc, je dis dans tous les cas, quand je vais chez toi et puis que tu vois que je suis en train de travailler, dis-toi pas que je suis en train de travailler. J'ai peut-être 5 clients comme toi. Imagine que je dois mettre 50 heures, c'est le temps que ça me prend pour faire une stratégie avec l'IA. Ouais. Donc, imagine-toi que je dois mettre 50 heures sans IA, chez toi seul, avec 5 autres clients. C'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas un travail de là. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si la pensée était vraiment juste un peu changée, en fait, j'ai fait des choses extraordinaires en un rien de temps avec des outils IA, juste parce que, en fait, et c'est là, en fait, où on se trompe, hein. C'est pas facile d'utiliser l'IA du tout. Je pense que ça, c'est une autre compétence, en fait, que tu développes avec le temps. Et je dis vraiment avec le temps, parce que c'est pas parce que tu t'es assis un jour que ça t'a permis de faire quelque chose que tu sais faire. C'est faux. Parce que avec le temps, tu vas te rendre compte que, OK, ce que je connaissais hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Tous les jours, ils vont t'introduire de nouvelles données. Il y a des mises à jour, il y a des ceci, il y a de cela. Je me rappelle quand il fallait qu'on relise, en fait, tous les manuels de mid-journée de ChatGPT parce qu'ils ont changé les choses. Bon. Si toi, tu penses que, patron, toi-même, tu n'arrives pas à avoir la valeur ajoutée de ce que tu as fait. Bon, c'est normal que devant ton patron, en fait, ils te disent, oui, patron, et puis tu as honte de le dire. Mais tu aurais pu aussi dire, en fait, non, en fait, patron,
je suis en train de tester une nouvelle manière de travailler là. Si ça fonctionne, je vais venir vous dire, on va appliquer pour tout le monde. Je suis sûre que ça va révolutionner notre chiffre d'affaires même. On va pouvoir monter le chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que toi-même, ton profil, tu évolues et puis tu dis au patron, parce que j'ai introduit ça, je veux une augmentation de 50%. Si je te ramène 100 millions à l'année, pourquoi tu veux pas me donner 50% Parce de mon qu'au salaire final, que je c'est te ça, demande? on doit montrer C'est la la réponse naturelle technicité si tu étais là. de l'outil. C'est vrai. Oui, Ouais, bien sûr. En fait, moi, Ouais. je pense qu'on est qu'au début, en fait. C'est-à-dire que on peut pas en vouloir aux chefs d'entreprise, aux dirigeants qui ont aussi des objectifs à atteindre, Bien qui sûr. ont une diversité d'employés à gérer, de tout de suite repenser leur modèle de travail C'est pas et facile, ça hein. va Il y a de une grosse comprendre montée de l'intégration d'un changement outil parce que Ouais. on parle de données personnelles. Je vais mettre le bilan financier de l'entreprise dans un outil comme ChatGPT ou bien un outil open source parce que oui, part ça facilite là-bas. mon travail, mais quelque part, est-ce que j'ai l'autorisation d'utiliser les données personnelles de l'entreprise, C'est les ça. données financières ou les données juridiques? D'où les chartes éthiques, en fait, internes qui, normalement, parce que même demain, doivent c'est ça. arriver avant l'IA, parce que, en fait, on n'en parle pas, mais la réalité, c'est que nos entreprises, même, on est souvent passé, parce que nos employés même ne savent pas qu'ils ne doivent pas dire qu'on est en train de travailler sur tel projet. La personne arrive, elle, à table avec Oui, elle a déjà dit. son mari, elle a déjà dit Elle a déjà que, actuellement, là, on est en train de travailler sur un projet XXX. Normalement, elle est sous NDA, mais c'est pas. Elle a déjà donné l'information. Donc, à la base, même, on a besoin d'éthique en tant que personne, en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise, par rapport à tout ce sur quoi on travaille. Mais après, bien évidemment, quand l'IA arrive, c'est un niveau supérieur qu'on introduit, mais c'est la raison pour laquelle il faut être accompagné quand on est dans ces démarches-là. Parce qu'effectivement, avec l'accompagnement, on se rend compte que ça peut pas tout de suite être directement ChatGPT. Peut-être que ça va demander un niveau de sécurité. Non, mais j'ai même une solution. C'est que pourquoi se limiter à des outils qu'on paye mensuellement pour le côté professionnel et tout? Pourquoi ne pas développer? Je crois que si c'est pas BlackRock qui a développé elle-même, un autre cabinet international a développé ses propres outils d'intelligence artificielle sur la base de tous leurs documents financiers, légaux, tous les documents de l'entreprise et tout. Ils ont développé leurs propres outils. Donc, il y a plus de problème de données personnelles, de sensitivité de données personnelles. L'entreprise décide de pouvoir jouir de la puissance de calcul de ces outils pour faciliter le travail de ses employés, gagner du temps. Elle développe son propre outil avec des professionnels dans ce secteur. Et là, puis, ça on est devient libéré transparent. Oui, et puis dans tous les cas, il y a vraiment des outils qui permettent de le faire. Mais une fois de plus, il faut que la personne ait ait manifesté l'intérêt pour que on puisse venir te dire, en fait, non, c'est pas ChatGPT qu'on va utiliser. Voici la technologie qu'il faut utiliser. Voilà comment est-ce qu'on va le faire. Comprendre aussi que ça va être un projet qui est séquentiel parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA, c'est pas solution miracle, c'est vraiment un outil de développement et qui va s'introduire petit à petit. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est que des projets IA comme ça, des gens peuvent en avoir, mais le niveau le risque, je sais pas comment je vais vous le dire, mais la probabilité que le projet échoue avant même qu'il ne soit né est peut-être de 150%. Mais même ce S'il que n'est les pas gens bien calibré, ne en fait, savent au pas, départ. c'est que quand on fait de l'implémentation de l'IA, des fois, pour voir les bénéfices, Ça c'est au prend du bout temps. de 2-3 ans. C'est pas du jour au lendemain. Oui, C'est Vraiment, que les gens d'où ne le comprennent besoin- pas. En fait, d'où le besoin Ouais. de vraiment le cadrer pour les directions, pour les patrons qui sont peut-être pas très réceptifs. Il faut que le premier projet soit un projet, j'ai envie de dire, qui est pas très grand, C'est mais ça. qui permet justement de voir De l'impact voir. pour que la personne se dise, OK, c'est une démarche dans laquelle je suis prêt à C'est ça. m'engager. Dans tous les cas, Aïfa, je pense que tu as d'autres questions. Oui, On moi va j'ai une terminer. question pour Edith. Ah bon? Ça, c'est une question qui m'intéresse en plus. En fait, tu sais, je suis une grande fan. Avec votre expertise en communication digitale, comment les campagnes de sensibilisation peuvent-elles aider à démystifier l'IA et ses enjeux éthiques pour le grand public? Pensez-vous que la démocratisation de l'IA est possible sans une stratégie nationale forte? Quels seraient les éléments essentiels d'une telle stratégie? Il y a pas mal de questions. Ah oui, c'est beaucoup, hein, c'est condensé. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre une stratégie nationale avant de faire des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur l'utilisation, je dirais pas les dangers, mais la manipulation qui peut provenir de ces outils. Il y a des communautés qui existent. Il y a Abidjanaise in Tech qui existe.
Il y a des plateformes comme Police Secours qui existent. Il y a la PLCC qui existe, qui fait déjà des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Surtout pas uniquement d'Abidjan, mais de l'intérieur du pays. Ça passe par les universités de l'intérieur du pays. Yeah. Ça passe par les écoles, les lycées, collèges du pays. Nous, à l'époque, on n'attendait pas l'État en 2009 pour faire le premier barcamp à Abidjan. On s'est dit non, on veut même pas avoir le ministère à l'époque, c'était le ministère de Nouvelles Technologies. Et non, on va pas les attendre. Nous, on fait déjà. Ouais. Et puis, quand on va faire, ils vont nous voir en train de organiser des barcamps. Ils vont pas comprendre, mais on aura fait. La deuxième année, c'est Google qui nous a donné $1,000. On était en géré comme ça. On n'a pas attendu. Je pense que la réglementation, l'accompagnement, une stratégie nationale, oui, c'est nécessaire. Mais on a des communautés fortes. On a, ce que je disais, Abidjanaise Tech, on a Dinex Africa, on a Digifam, on a des universités également qui ont des communautés d'étudiants, on a plein de communautés. Il faut juste travailler en synergie. Yeah. Après, il y a des leaders d'opinion, on utilise nos réseaux sociaux pour diffuser l'information, pour parler de ces outils. Parce que moi, quand je parle régulièrement, je fais de la veille sur ces outils depuis qu'ils sont arrivés, mais c'est pas, tu as compris, c'est pas souci de sensibilisation. Quand je donne l'information, on a l'impression que non, je fais la promotion des outils d'intelligence artificielle. Mais non, way, I'm scared. Je suis effrayée. C'est-à-dire que c'est la première fois, en fait, j'ai la même fenêtre que j'avais eue en 2009, comme je disais, quand la bande passante, on commençait à avoir de la bande passante, même si ça coûtait cher, on commençait à accéder au cybercafé, à se connecter à Internet, high five, à avoir des emails et tout. C'était la même fenêtre d'excitation, de découverte. Mais là, on est à ce stade. Mais moi, je suis hyper effrayée. Donc, pour moi, le fait de partager ça, tous les jours, cette actualité folle qui évolue hyper vite, montrer aux gens ce qui se passe, les travers, les escroqueries, les manipulations, les robots qui sont capables de courir, de déplacer ma chérie Marie-Josée Talouk, de courir les 100 mètres en 10 secondes. Quand je montre ça, c'est pour dire en fait que, hé frère, tu es dans un monde qui va hyper vite, tu as à Diego Nefla là-bas, mais tu sais pas ce qui est en train de se passer. Forme-toi. Il y a un autre monde qui est en train de se passer. Tu peux plus faire confiance à ce que tu vois. Exactement. Tu peux plus faire confiance à ce que tu entends. Tu peux plus faire, même des fois, même confiance même à ce que tu touches, en fait. Donc, le but, c'est de sensibiliser chacun à son niveau, mais d'utiliser la force des communautés. L'État viendra. L'État travaille progressivement. Mais même, ce qui est intéressant, c'est que le ministère de la Transition numérique fait quand même un grand travail. Oui, avec la charte qui en est... Exactement. Voilà. Et je sais que même fin février, on a les journées de l'IA. Également, je sais qu'il y aura même un side event pour les enfants. Donc vraiment, on pense à la sensibilisation. Et même, il y a aujourd'hui nos chaînes de télé qui s'intéressent à ce sujet. Donc, grâce à eux aussi, ça va sensibiliser le plus grand nombre. Moi, j'ai été émue il y a 3 jours quand un papa d'un certain âge, 70 ans, il a appelé sa fille, il lui a dit « fais comme elle, commence à utiliser l'IA ». Et je me suis dit « Ok, tu as réussi, quoi, tu as impacté. » Parce que tu as une responsabilité en plus. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est impactant de se dire que même ces personnes, elles savent. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit, et moi, je l'ai testé, j'ai pris une image du Louvre en feu, je l'ai mise sur le groupe de ma famille, mais mon Dieu. WhatsApp. C'est parti dans tous les sens. Il y a personne qui s'est dit, je vais aller sur Google, France 24. Non, mais chacun a publié. Mais regarde même les feux. Les incendies à Los Angeles. Il y a une image où il y avait une Tesla. Je sais pas si c'était c'était une Lamborghini. Avec le fond en flamme. Et tu vois une Lamborghini à côté du feu comme ça et tout, photo diffusée. Et puis il y a la signature en bas. Mais les gens, personne n'a fait attention. Tout le monde, sensationnel. Parce qu'on ne regarde plus. Mais on consomme. On est habitué à sa voiture et tout ça. On réfléchit plus. Réfléchit plus. Et on veut contribuer au buzz. L'Ivoirien aime le sensationnel. En fait, c'est tout le monde peut se faire avoir dans le monde, en fait. Exactement. Après, il y a un problème. C'est vrai qu'on arrive à la fin du podcast. Il y a un problème aussi, c'est que ce qu'on oublie, l'IA, il y a l'émotion humaine. Donc, quand même on est en zone de guerre, on va beaucoup utiliser l'humain, encore une fois, utiliser des images sensationnelles. Donc nous, on est dans l'émotion.
on partage. On a aujourd'hui des journaux internationaux qui ont mis en une de couverture des images faites par IA. Il n'y avait pas de transparence. Ouais. C'est ça. Puis, c'est sûr de Donc, encore, on joue sur transparence, l'émotionnel. le C'est ça. fait que, allez, voilà, on va vous manipuler. Bon, on vit dans un C'est monde la de manipulation de la perception au final. Et puis, en fait, comme il y a tout, il y a les fake news, il y a la mésinformation, la désinformation, elle est délibérée. Exactement. Une fake news, on la fabrique pour faire de la désinformation. Mais la mésinformation, tu peux être... Tu sais juste Comment je peux dire, tu peux faire confiance à un média d'autorité Exactement. qui lui-même peut-être ne s'est pas rendu compte qu'il a été Il est mal l'objet informé. de désinformation. Oui. Donc c'est hyper compliqué, c'est pas facile, hein. Sincèrement. Et c'est pour ça que ces cadres d'échange comme ceux-ci sont importants pour mettre en lumière ce genre de sujet et attirer l'attention de tout le monde pour dire faisons attention, it's happening. Yeah. Et On il y est. faut qu'on tous travaille ensemble. Exactement, L'idée de communauté et synergie. J'adore parce que en ayant tous ces focus groups, si on se met ensemble, on peut accélérer aussi les régulateurs, accélérer au fait toutes ces personnes-là qui sont là pour mettre en place des... Et je suis d'avis vraiment qu'il ne faut règles. pas attendre l'État, comme dit en De toute fait. façon, aujourd'hui, chacun il y a a des son experts rôle à locaux gérer. présents. Bien sûr. C'est indéniable. Donc, il y a tous ces experts et je pense que c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'impacter à n'importe quel niveau, C'est sûr. mais après, l'État Le suivra. lobbying, par exemple. Exactement. Et de toute façon, là même, ils ont commencé et je pense qu'on est bien parti pour. Là, j'ai une question pour le seul homme, mais c'est Dernière pas une question piège. C'est la dernière question. Mais vraiment, c'est pas une question Dernière piège. question. Pensez-vous que les biais algorithmiques affectent davantage les femmes? Comment les entreprises peuvent-elles rectifier cela? Ça va être compliqué à En répondre. fait, je ne pose pas ça à une femme parce qu'on va dire on est les éternelles victimes. Donc vraiment, je suis fatiguée de l'entendre à cette réponse. Bah, en fait, moi, ça me fait penser, une fois, il y a justement une dame qui m'a dit, toujours dans un débat sur la question du genre, que lorsque tu bénéficies de certains privilèges, tu ne t'en rends pas compte. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, ça peut être difficile de répondre à cette question, de savoir est-ce que les femmes sont plus biaisées, du moins sont plus affectées par les biais de l'IA. Mais j'ai envie de dire intuitivement oui, parce qu'on a eu des exemples où malheureusement les contextes dans lesquels l'IA est entraînée, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc forcément, le monde représentatif dans lequel l'IA est développée est un monde qui penche d'un côté. Parce que beaucoup ne savent même pas que la plupart des concepteurs de ces outils-là sont à 99% des hommes. Et oui, et des blancs. Des blancs. Et des Ah, blancs. blancs, ouais. Exactement. Et même indépendamment du fait de qui qu'on soit, c'est en fait ce qu'ils veulent représenter aussi, ce qu'on veut représenter ou ce que consciemment ou inconsciemment l'IA se retrouve à représenter. C'est un contexte qui exclut beaucoup de personnes. Le deuxième aspect de la question, c'était Normalement, c'était ça. C'était ça. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Oui, comment les entreprises peuvent-elles rectifier cela? Peuvent-elles rectifier cela? Alors, moi, à mon avis, ce ne serait pas forcément au niveau des entraînements parce que je pense que les données à disposition sont déjà biaisées en réalité, mais plutôt à la source. Et pour moi, je pense que ça revient à l'idée de formation, sensibilisation. C'est dès le départ, en fait, impliquer tout type de communauté dans les domaines, dans les activités, dans les actions, de sorte que les impacts de ces actions-là vont forcément apparaître dans les éléments qui sont utilisés pour faire les entraînements et pourront être utilisés. Mais à côté aussi, je pense que en attendant ça, on choisit souvent certains éléments peut-être parce que ça nous arrange plus, c'est plus facile. Ouais. Je pense que c'est même surtout ça, c'est que c'est plus facile de piocher des données qui sont déjà biaisées, mais on pourrait faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut choisir. Mais même aujourd'hui, il n'y a que 20% de femmes à l'échelle mondiale qui travaillent dans l'IA. Hein. C'est peu. Et les matières scientifiques aussi, il y a un des intérêts aussi des matières scientifiques, tu vois. Ouais. Donc, il y a un... C'est ça que je voulais dire. L'idée, ce serait vraiment d'inciter
dès le bas âge, C'est ça. les enfants à ne pas se dire ce type de métier c'est pour les hommes, ce type de métier c'est pour les femmes, de sorte et voilà, vraiment les amener indépendamment du sexe, indépendamment du genre ou de d'autres conditions à s'intéresser, à être exposés même, parce que je pense que dès qu'ils sont exposés, les Ils sont intérêts innés, c'est bien vont sûr. venir naturellement, parce que je pense que les talents ou les intérêts normalement sont répartis de façon équitable Oui. dans le monde. Maintenant, il faut juste être exposé Ah. pour manifester ça et donc ça, se lancer dedans. Si tu n'as jamais été exposé, Ouais. forcément, tu seras biaisé. Et sincèrement, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur l'exposition, en donnant moi mon témoignage personnel. Quand je voulais commencer tout ce qui était études, je voulais devenir neurochirurgienne. Je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais soutenir sur une thèse qui parlait du fait qu'avec la couleur et la musique, on peut guérir les maladies mentales. Ce qui est vrai, en fait, a été prouvé finalement, qui est vrai. Mais c'était back in the days et je me rappelle que j'ai été exposée à The Gifted Hands. C'était le film qui racontait l'histoire d'un docteur, en tout cas aux États-Unis, qui est parti de rien, mais qui a réalisé la première séparation de Siamois. Voilà, qui est devenu après sénateur et autres, mais c'est parce que j'ai été exposée. Et quand j'ai dû refaire une réorientation pour choisir d'étudier l'informatique et la com, c'était parce que j'ai été exposée à quelqu'un qui m'a dit va faire de l'informatique, va faire de la com. Donc l'exposition, je pense que c'est ça qui détermine tout dans la vie en fait. Ce à quoi tu es exposé détermine ce que tu vas devenir. Si tu as vu seulement paysan toute ta vie, tu vas devenir paysan. Tu vas certainement devenir le meilleur paysan parce que tes parents vont te dire sois le meilleur dans ce que tu fais. Mais si tu as été exposé à Haïfa, à Stéphanie, à Edith, à Terence, à Annie, à toutes les personnes qui sont dans cette salle, et que tu te dis, je vais me contenter de peu, c'est que toi-même tu as une mentalité de peu. En fait, c'est ça depuis longtemps. Mais sinon, il y a vraiment. Moi, j'aimerais ajouter qu'on devienne, certes, actuellement, nous sommes des consommateurs de tout ce qui est IA. J'aimerais qu'on devienne beaucoup plus des acteurs. Créons nos outils. Parce qu'on peut parler de biais, on peut continuer à se plaindre, mais tant qu'on utilise ce qui a été shippé de l'autre côté, à chaque fois, on aura toujours ces discussions-là. Donc, moi, j'aimerais ajouter à ce que tu as dit qu'on doit commencer à créer nos outils. Encourageons les entreprises qui essaient de se lancer aussi dans la création d'outils. Donc, ce que les autres entreprises peuvent faire aussi, c'est de voir sur le marché quels sont nos acteurs qui, en fonction de la réalité locale, ont créé des choses, ont développé des outils, encourageons ceux-là. Et on verra de moins en moins, parce que en utilisant des données locales, on verra de moins en moins ce genre de biais-là dont on se plaint. Donc, il faut encourager la jeunesse qui crée et essayons d'être moins consommateurs, plus acteurs et créateurs. Good. Je pense que c'est une bonne manière de finir. Vraiment. On finit pas vraiment beaucoup parce qu'on doit encore recevoir les questions du public. Exactement. Mais c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Ben, merci à tous. Alors là, on va prendre les questions. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Non, je pense que alors ça a été très instructif. Hein. Peut-être impactant. Non, attends, vraiment, il n'y a pas de questions. On a tout couvert. Il y a des questions, il y a forcément des questions. Ça réfléchissait peut-être aux questions d'abord. Exactement. Comment on le pose? On attaque qui d'abord? Concernant les personnes qui deviennent entrepreneurs, c'est-à-dire grâce aux outils, c'est-à-dire elles peuvent créer des images elles-mêmes, ce genre de choses. Comment, par exemple, si elles vendent ou ce genre de choses, comment appliquer, par exemple, les droits d'auteur, en fait? On voit que souvent, on peut publier des images qu'on a générées et tout, comme ça, selon des images et tout, mais souvent, il y a certaines personnes qui les prennent et puis disent que ouais, c'est elles qui ont créé ces images-là, par exemple. Je sais pas s'il y a des... Je sais pas si vous avez vu un peu de bouche, j'arrive pas à bien formuler la question. Voilà. Ça. Enfin, comment tu fais? J'attendais. Comment tu fais? Non, mais attends, je vais quand même les laisser répondre et ensuite je répondrai. Pour ce que j'ai vu, c'est une signature. C'est dans la signature que
created with ou bien created by. Donc, la plupart des créateurs que moi j'ai eu à côtoyer, ils le mettent soit dans leur légende, si c'est publié sur les réseaux, ou bien même si c'est un objet de peinture, un objet d'art, ils mettent en bas created with AI. Donc, tu sais que, bon, ils vont pas te dire l'outil, mais ils vont te dire quand même que ça a été fait avec l'IA. Donc, je pense que pour l'instant, c'est à chacun avec sa conscience, de pouvoir être transparent sur le processus. Après, je sais pas s'il y a des procédés. Bon, et si quelqu'un vient, parce que elle, sa question, c'est aussi. Et si quelqu'un Et si partage. quelqu'un vient, c'est-à-dire la personne vient prendre ton image. Toi, tu as signé. La personne vient prendre ton image. Et puis, on rogne ton nom. Enlève ton nom. Elle va dire que c'est elle Pour qui a ça, fait. pour ça, on va rentrer dans tout le monde est sur moi. Pour ça, c'est vrai qu'on va rentrer dans tout ce qui est blockchain pour les sécuriser. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de loi qui encadre clairement les artistes IA. Certes, on reconnaît les artistes IA. Bon, même si aujourd'hui, on a eu quand même un débat récemment par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que le corpus de données est entraîné sur des auteurs. Ça, c'est un fait. Mais faire une image, c'est facile pour tout un chacun. Mais quand on travaille, par exemple comme moi qui suis IA artiste, mais également qui fait des visuels pour des agences de communication, donc ils sont même à Abidjan, dans le prompt, il y a une certaine technicité à avoir. Il faut prouver la créativité humaine. Ce n'est pas juste faire un prompt. Dans le prompt, je vais par exemple réfléchir à tout mon prompt, mais mettre par exemple la photographie, quel genre de photographie, la profondeur de champ. Il y a tellement de technicité qu'il faut vraiment prouver qu'il y a une créativité humaine. Une machine à elle seule n'est pas considérée comme une œuvre d'art. Par exemple, aujourd'hui, on a des artistes, même il y a une toile qui a été vendue à $1 million faite par IA. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la preuve de créativité humaine. Moi, aujourd'hui, beaucoup pensent que je fais une image en 5 minutes, bon, on va dire même 1 minute. C'est pas le cas, malheureusement. Ça peut me prendre des fois 1 semaine, des fois 15 jours. Des fois, c'est moi et l'ordinateur, je l'insulte seule, mais ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de technicité. C'est pas comme ça qu'on fait un prompt. Maintenant, pour tout ce qui est du vol de l'image, ça, c'est un risque. La loi aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, elle n'encadre pas encore les artistes IA, mais je sais qu'ils vont s'y pencher. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai recours, par exemple, à la blockchain. Ça, c'est encore une alternative. Mais concrètement, c'est vrai qu'on peut te voler une image. Par contre, si j'ai un prompt et que tu refais la même chose, vu que c'est un outil statistique, on n'aura pas la même chose. Mais par exemple, dans le prompt, moi, par exemple, je vais pas mettre « fais-moi une femme africaine dans le style de Picasso ». Là, vraiment, je vais prendre le style d'un auteur. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup de technicité. Il faut se former. Tout le monde peut faire une image, mais il faut savoir aussi, quand c'est vraiment pour les vendre, il faut savoir aussi comment le faire. Et ça, c'est un autre niveau d'expertise. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, bien sûr. Peut-être, je peux ajouter un truc. Est-ce que toi, ton souci, c'est d'empêcher que les gens te volent ton œuvre ou d'être capable de détecter lorsque ça a été fait? C'était plutôt sur le côté prendre, vol, voilà. Sinon, pas sur le premier cas de figure. Le premier cas de figure. Le premier cas de figure, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, pour te donner un exemple, pour te montrer à quel point la Côte d'Ivoire, elle évolue aussi, j'ai été exposée au musée en tant que première artiste IA. Donc, c'est quelque chose, on le faisait même pas il y a 2 ans. Et même, c'est ce que je racontais à Edith, la première fois que moi, j'ai eu affaire à l'IA, c'est à une exposition de son époux. Moi, j'étais émerveillée. Je dis, mais attends, mais comment il a fait? Donc, je suis rentrée chez moi à essayer de voir. Bon, j'avoue que les premiers résultats, c'était une horreur. Mais je me suis dit, non, mais il faut que je me forme. Donc, encore une fois, c'est parce que j'ai vu et ça m'a donné envie. Mais après, j'ai dû me former. Ça a été la réalité. Donc là, j'ai eu recours à des formateurs qui m'ont formée à ces outils-là. Et aujourd'hui, moi, je suis formatrice. Je pense que un des points aussi qui est important à rajouter dans ce qu'elle a dit, c'est que il faut que tu acceptes au départ que des gens vont voler tes œuvres. C'est pas grave. Accepte. Par contre, il faut que tu construises ton nom de telle sorte que demain, quand quelqu'un te vole,
Ce sont les gens même qui voient ce que la personne a volé là, qui disent, viendront en fait, te tu as le dire. volé C'est ça. l'image, c'est pas toi qui as fait. Parce que aujourd'hui, tu as développé une certaine éthique professionnelle, tu as développé un branding, une réputation, un nom, et on te connaît. Et comme on te connaît, en fait, demain, si quelqu'un te vole, on va dire à la personne que, en fait, tu es un voleur. C'est ton nom qui va te protéger, Ton en fait. nom va te protéger. Pour te donner un dernier exemple, quand moi je vends une œuvre d'art, elle est unique. Je peux même plus la refaire parce qu'elle va être compliquée. Et même la refaire avec des similitudes encore, ça va être un casse-tête. Donc dès qu'elle est vendue, c'est fini. Je ne la refais plus. Je n'essaye même plus à reproduire ce prompt. Donc ça reste une œuvre unique. Et généralement, tu crées en fait une marque autour de toi. Donc tu vas attirer plutôt les personnes à venir prendre tes œuvres que d'attirer une personne qui va les voler. Il n'y a aucun intérêt au final. Est-ce qu'on a répondu à la question? Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? On va aller. D'accord. Après, on passe à notre C'est bien vice-présidente. Vos différentes interventions. Il faut chiner. Désolée, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Moi, ma question se structure à ce niveau. Selon vous, pensez-vous que l'IA pourrait disparaître un jour? Et si oui, cela pourrait aussi créer la disparition de certains métiers. Et comment le monde pourrait se réadapter ou se réinventer après cette disparition ou après la venue en fait d'une autre technologie qui est en rapport avec l'IA ou différente. Merci. Je saute sur la question. C'est une question très philosophique, mais en même temps pas tant que ça. Je pense que comme tu le dis, si l'IA disparaît, c'est qu'elle va laisser place à quelque chose de beaucoup plus grand. Le monde a été fait de révolutions. À un moment donné, on se demandait, mais est-ce que les machines vont disparaître un jour? Spoiler alert, elles n'ont pas disparu. Elles sont là même qu'aujourd'hui, elles sont justement augmentées avec tout ces technologies dont on parle aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'IA était en train d'être réfléchie vraiment au tout départ, tout début, et je parle dans les années 1900, c'était vraiment pour être un changement sociétal, un bouleversement sociétal, une manière différente de faire les choses, de repenser la société. C'était dans ce premier but-là, en fait, qu'on était en train de penser. En tout cas, c'était la vision long terme. Et je pense qu'avec ce que tu peux voir, parce que effectivement, Stéphanie vous dira, pendant que elle parlait d'IA, tu ne savais pas qu'il y avait IA en fait sur la Terre. Parce que c'était encore caché, c'était encore chez eux. Voilà, c'était de l'algorithme, peut-être c'était tout ce que tu pouvais savoir. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus vulgarisé. Je pense que dans les prochaines années, on va aller vers quelque chose qui va être encore plus vulgarisé. Quand l'IA va disparaître, c'est qu'on sera à l'ère de la super intelligence. Quantum. Voilà, exactement. Quantum computing. Exactement. On sera à l'ère de l'informatique quantique. Et ça va être une autre dinguerie. Et donc, ça approche déjà. Ça approche. Donc, je vais te dire que non, je pense pas que ça va disparaître. C'est là pour rester. C'est là pour s'améliorer, pour changer même de forme avec les prochaines révolutions qui arrivent. Mais quoi qu'il en soit, elle fait partie de la révolution de l'Internet, de tout ce qu'on a vu là. Ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est vrai, beaucoup pensent que l'IA, c'est nouveau, mais pas du tout. Pas du tout nouveau. Pas du tout. Elle est là depuis des années. Sauf que depuis la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, oui, sauf que c'était encore réservé à une élite qui avait toutes les références techniques, parce que ça, sincèrement, quand on vous donne des lignes de code, bon, c'est pas très intéressant, sauf pour ceux qui aiment coder. Mais quand c'est vulgarisé en langage naturel, donc le langage que tout le monde parle, là, c'est accessible à tout le monde, ça fait un boom. Mais sinon, elle a toujours été là. Il n'y a pas eu... moi, j'ai même pas... C'est la révolution, c'est vraiment l'IA générative qui aujourd'hui peut créer. Exactement, c'est ça. C'est ça. Sinon, vraiment, mais sinon, à la base, l'IA a toujours été là. Et dans son fonctionnement normal même, en fait, Exactement. elle a toujours été. Même à l'époque, je me rappelle, ils étaient en train de réfléchir comment donner de la puissance à l'IA, de la même façon qu'un avion, quand il vole, il a besoin de puissance. Donc, c'était des questions depuis 1950. C'était surtout utilisé dans l'armée. C'est ça, exactement, qu'on se posait.
Mais aujourd'hui, tout le monde se dit, ah ben l'IA c'est nouveau, mais non, c'est là. Donc, Ouais. c'est pas là pour partir. Moi, je dirais juste, hein, si l'IA doit disparaître, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Il y a C'est-à-dire que vraiment... tu ne seras plus là, je ne serai plus là, on ne sera plus là. Il y a une grande guerre, sera on tous s'est tous virtuels. allumés, on a lancé En fait, je pense que les robots... nucléaire parce que Je pense à un que les moment robots donné, nous ont fait la guerre. les drones On arrive militaires dans et tout, Terminator. là on est dans Terminator, on a tout explosé, on a, comme on dit, détruit la planète. Et puis on se dit, ceux qui ont survécu se disent, mais merde, on a créé des instruments de notre mort, C'est pour ça. On revient dites au bonjour cheval. à votre IA le matin. on revient à la nature, on revient aux choses essentielles comme dans Ça, je vous tu vois. remercie. Dans ce Mais ça est là monde-là, pour rester en tout cas. le risque, c'est pas que dans ce monde-là, ce soit juste l'IA qui survive. Ouais. Ah peut-être, hein. En fait, La disparition, c'est peut-être nous qui aurons L'I- disparu. Et puis L'IA va c'est l'IA. survivre peut-être comme dans Matrix, hein. C'est-à-dire qu'on sera là, on nous aura généré et comment on dit, cultivé et tout. Bref, faut pas t'inquiéter. Tout est Sauf dans un possible. monde post-apocalyptique, on a foutu le bordel, on a tout détruit, on a lancé 3 ogives nucléaires et puis voilà. Sinon, pour l'instant, c'est juste de s'adapter, juste d'en profiter et puis de ne pas se faire dépasser parce que à compétence égale, tu as une autre personne qui maîtrise un outil pareil. Quand vous êtes devant un employeur, moi je regarde ça et puis je sais que tu sais utiliser, tu sais faire des prompts avec ChatGPT ou un outil comme ça et que tu es smart. Entre toi et une autre personne, je prends cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc il y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. En tout cas, si pour toi c'est pas une inquiétude, ces outils, c'est là pour rester en tout cas. Ok. Il y On a prend Anna. Anna et puis Anna Zainab. Alors, donc, déjà, merci à vous. C'était très instructif. Moi, j'ai une question. Il y a je crois que c'est le CEO de NVIDIA qui à une conférence, j'ai vu un short clip sur Instagram qui disait que je crois le IT department des compagnies deviendra bientôt le HR department de AI agents, essentially. Donc, bon, désolé, hein, je sais pas. Mais en fait, ma question, c'était de savoir, enfin, on a une rapide évolution des nouvelles technologies, notamment de l'IA, de la puissance de ces technologies-là. Mais, par exemple, en Afrique, je trouve qu'on est quand même assez en arrière par rapport, en fait, à nos I guess, counterparts en Europe. Et on est beaucoup dans la bureaucratie encore ici. Donc, quels sont les conseils, hein, de façon beaucoup plus pratique pour faciliter justement ce changement-là? Quels conseils on peut donner aux jeunes filles, aux jeunes hommes, justement, qui sont dans ces carrières-là assez techniques? Comment faciliter cette transition-là? Et comment justement anticiper sur ce futur-là qu'on pense lointain, mais qui vraiment sera là dans quelques années? Voilà. Moi, je vais répondre parce que comme c'est un peu ma spécialité, je vais te poser une question. Est-ce que la question, c'est comment est-ce que, en tant que IT spécialiste, je me prépare au fait que bientôt, ça va être les AI agents qui vont faire mon travail? Ou bien, c'est comment est-ce que je sensibilise mon patron au fait que dans quelques années, en fait, le IT department va être un HR department d'agents AI? C'est les deux. C'est les deux. D'accord. Je vais répondre à la première d'abord, et puis après, si mes collègues veulent compléter, ils vont compléter. Première, en tant que IT specialist, il faut t'intéresser à ça. Il faut t'intéresser à ça. Il faut développer une curiosité qui est géniale. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, il faut juste être curieux de ce qui est en train de se faire de l'autre côté. Parce qu'effectivement, oui, on parle beaucoup du fait que l'Afrique soit en retard, mais une chose qui est aussi vraie, c'est qu'on est dans de la mondialisation et qu'aujourd'hui, quand même, les échanges nord, sud, Afrique, Europe, Amérique se font de plus en plus présents et que les grandes, je dis, puissances mondiales cherchent donc des pieds à terre, hein, en Afrique parce qu'ils savent. Peut-être que nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent que Africa is the next big thing. Donc, Africa, yes. Non, is the next. Même pas new, même. Is the. En tout cas, attends, is the big thing. Yeah, exactement. Actuellement même. Donc, peut-être que eux, ils savent. Enfin, nous, on ne sait pas, mais eux, ils le savent. Donc, il faut déjà toi-même te former. Il faut déjà te demander, en fait,
qu'est-ce qui fait mon métier? Faut le repenser totalement. Est-ce que mon métier, c'est de la technique ou bien mon métier, c'est penser pour que, en faisant, j'arrive à? Parce que quand tu commences à repenser ton métier, tu te rends compte que finalement, si j'ai la capacité de me sortir de l'aspect technique, j'arrive à mieux penser les projets de façon stratégique et même à trouver des moyens de mieux faire. Donc, la partie technique, en fait, peut être donnée, en fait, à d'autres personnes. On me dit souvent, Anne, tu te reposes pas, tu te reposes pas, tu te reposes pas. Mais actuellement, je suis en train de travailler sur le projet de ma vie qui va faire que je vais me reposer. Et ce projet de ma vie, c'est, je suis en train de construire mon super agent AI qui est à multiniveau. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut que je détermine toutes les choses que moi je fais, que je ne veux plus faire, qu'il peut faire pour moi et qu'il va bien faire. Donc, c'est une grosse réflexion, en fait, que je suis en train de mener. Mais une fois que je vais réussir à faire ça, vois-moi sur ton écran, je vais t'en parler dans toutes les applications que tu veux parce que ce sera révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir cette curiosité personnelle qui va faire en sorte que nous-mêmes, quand ces gens-là vont arriver, parce qu'on se vend aussi, parce qu'en fait, finalement, on a la technique souvent, mais on n'arrive pas à se vendre avec la technique qu'on a parce qu'à côté, on est shy, parce qu'à côté, non, LinkedIn, là, c'est le réseau des gens qui mentent. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les gens qui mentent, là, quand les gens qui viennent de l'autre côté arrivent ici, On les appelle. c'est eux qu'on appelle. Parce qu'en fait, c'est ça qui marche. ils ont menti, comme tu disais, en tout cas, comme tu souhaitais, mais c'est eux qui se sont fait remarquer. Donc, je pense qu'il faut avoir la compétence, il faut être curieux, développer les compétences qu'il faut, commencer à tester, itérer. On a l'avantage, on est dans le domaine IT, donc ça veut dire qu'on a des compétences qui sont actionnables dès le départ. Il faut commencer à les actionner. Et puis, il faut se montrer. Il faut dire aux gens, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Moi, aujourd'hui, je suis sûre que quand on va sortir d'ici, elle va me demander, tu es en train de travailler sur quoi là? Elle va me stresser parce que maintenant j'ai dit que je suis en train de le faire. Donc, il faut créer ces choses-là pour que le jour où ce besoin-là va se faire ressentir, parce que tu es la seule qui en a parlé dans ta compagnie, on t'appelle et puis on dit, OK, HR là, c'est toi qui es responsable du département HR. Enfin, en tout cas, tu supervises tout ce qui est agent AI. Donc, ça, c'est la première chose. D'un point de vue de nos patrons, il faut accepter que eux-mêmes, en fait, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, oui, dans le sens terre à terre du terme. Ils n'ont pas, sont des gens qui sont habitués à des choses. Et on leur dit tout de suite là, tout ce que tu savais, la manière dont tu savais là, on fait plus. On doit faire une nouvelle façon de faire. Toi-même là, tu vas être résistant au changement en fait. L'humain est naturellement résistant au changement. C'est pour ça que on a des départements conduite de changement. C'est pour ça que dans chacun des projets IT même qu'on va faire, on va faire une conduite de changement. Parce que tu as toujours des gens qui ont peur. Parce que la personne se dit, ah non, ça me fait perdre mon job. Ah non, mais ça veut dire que je dois tout recommencer. Donc, il est déjà dépassé en fait d'un point de vue émotionnel, mais il est aussi dépassé par la vitesse avec laquelle toutes ces choses-là vont. Donc, il faut accepter que ce sont des gens qui vont prendre du temps à se mettre à jour. Mais il faut jamais cesser d'être des évangélistes. Il faut jamais cesser de dire, ah, mais patron, il y a une manière de faire ici. Il y a une autre manière de faire. Peut-être que la première fois, on va te refuser. La deuxième fois, on va te refuser. Mais ça va être ta persévérance qui va déterminer à quel point est-ce que tu vas jouer un rôle crucial dans la société. Parce que le jour où ça va être accepté et le jour où tu vas bien dérouler, parce qu'il faut pas le dire. Il y a quelque chose qu'on oublie de dire. Souvent, les gens acceptent. Sauf que les gens déroulent mal. Donc, si c'est mal déroulé, la prochaine fois que tu vas en parler, la personne va dire non, je ne veux pas. Et tu peux pas vraiment être fâché contre la personne parce qu'elle a déjà essayé et ça s'est pas bien passé. Donc, pour nos patrons, c'est une grosse conduite de changement. Il faut accepter que ça va prendre un certain temps, mais le plus on va avoir d'évangélistes sur ces sujets-là, le plus les gens vont avoir aussi cette curiosité-là. Donc, soyons curieux, contaminons par notre curiosité. Et puis, on va voir que de fil en aiguille, en fait, ça se tient. Un jour, la personne va énoncer un besoin. Et je pense que ça, c'est la dernière chose que je dirais, c'est que sachons détecter les problèmes des gens et répondons avec les solutions qui sont adéquates. Parce que c'est vrai, on parle d'IA, mais nous ne l'aurons pas. Il y a des gens, ils n'ont clairement pas besoin d'IA pour l'instant. Ils ont juste besoin d'un manuel d'opération qui est suivi. Et il faut accepter que c'est étape par étape que ça se fait et que
quand on construit donc des plans de digitalisation, chose que moi j'ai commencé à faire, quand on construit des plans de digitalisation, on peut dire, quand la personne va finir level 1, on va passer au 2, on va passer au 3 et ainsi de suite jusqu'à arriver à quelque chose qui est satisfaisant. Mais moi, ce que je veux ajouter, c'est vrai que à beaucoup de mes interventions, j'ai pas mal de personnes qui me disent oui, mais l'Afrique est en retard. Mais le sommet de l'IA en mai, c'est au Rwanda qu'il va se faire. Et on parle, oui, mais on n'est pas comme en Europe. Mais l'Europe même, qui porte le nom de vieux continent, est en retard. Donc, je pense qu'il faut aussi adapter l'IA, encore une fois, aux réalités locales. Ça va être étape par étape. En France, ils ont plus de 400 000 normes. Donc, ils n'arrivent même pas à suivre l'évolution de l'IA. Donc, il faut aussi qu'on arrête, nous, de se comparer à chaque fois. On adapte. L'État aussi est en train de mettre les bases. Bientôt, on aura la stratégie nationale. Et je pense que voilà, ça va se faire étape par étape. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à la question? Good. On prend la dernière question, je pense, celle de Zainab. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Oui, merci bonsoir. pour ce super débat très enrichissant. Moi, je vais poser une question un peu sur la théorie du complot. Pour bien clôturer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez qu'avec toutes les informations qu'on donne à l'IA aujourd'hui, de part et d'autre du monde, que l'IA pourrait dans 50 ou peut-être moins prendre conscience de lui-même et se révolter contre l'humain? Très théorie du complot. Très théorie du complot, mais normalement, si on a étudié un tant soit peu les algorithmes, qu'on a étudié un tant soit peu les statistiques, et que on n'a pas changé la manière dont les choses sont faites, normalement, on ne devrait pas arriver à ça, parce qu'à la base, c'est des maths. Voilà. Donc, c'est comme si tu demandes, est-ce que les maths vont se révéler contre nous? Voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, si on n'a pas changé la manière dont c'est fait à date, on n'aura pas ça. On aura peut-être des choses qui vont s'approcher le plus. Et je pense que c'est quand on va arriver sur la super intelligence que moi, je vais commencer à avoir un peu peur. Mais Moi, je pense que c'est possible. bon, si la mathématicienne dit que c'est possible, c'est que vraiment... Je pense que c'est possible parce que si, jusqu'à maintenant, il y a possibilité d'avoir des bugs qu'on doit aller régler à chaque fois, ça veut dire que la machine peut faire des choses pour lesquelles elle n'a pas été programmée. Bon, prendre conscience, peut-être que c'est un peu philosophique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait même pas concrètement comment elle apprend. Oui. Elle a sa boîte noire. Et elle va tellement plus vite que parfois... Donc, je comprends la question et moi, je pense que vraiment, c'est possible. Après, je pense que ça revient à pas tout dans un le chacun. sens que tu l'as dit là, parce qu'elle est en train de dire que Oui, ils vont nous frapper un jour. Mais par contre, aujourd'hui, je lisais un article intéressant, mais c'est pour ça encore, il faut avoir les connaissances en IA. Quelqu'un disait, je vous dis que l'IA a des sentiments, parce que si vous lui dites que votre vie est en jeu, il vous donne, alors que non, parce qu'au contraire, il a appris sur les forums que des fois, il y a des enjeux où l'humain est plus enclin, par exemple, à trouver des solutions. Lui, il apprend, donc c'est une cognition. Donc, c'est pas que l'IA a des sentiments. Elle a juste appris comment l'humain fonctionne. Dès qu'on dit qu'on est en danger de mort, bah, on va aider. L'humain est comme ça. Il va trouver une solution. Donc, c'est pas forcément que lui a des sentiments. Maintenant, est-ce que je vais me prononcer dans 5 ans sur la théorie du complot? Ça, on verra bien d'ici 5 ans. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que je prends le cas de... Bon, après, c'est vrai qu'on... On est dans la théorie, de toute façon. On est dans la théorie. On essaie de se projeter. J'avais écouté un podcast, le podcast de... Comment il s'appelle? Steve Bartlett. J'adore ses podcasts. Et il avait reçu Mo Gadwat, qui est l'ex-chief business officer de Google X. Et qui a tout laissé, qui a démissionné de chez Google X parce qu'ils étaient en charge de tout ce qui était robotisation, machine learning, deep learning, intelligence artificielle et tout. Et il a tout abandonné pour revenir à la vie réelle. Parce qu'au moment où ils entraînaient des bras robotisés avec cette intelligence artificielle qu'ils étaient en train de
d'entraîner et tout. Un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un souci. Ils étaient sur quelque chose qui était en train, lui, en tant que Chief Business Officer de Google X, de le dépasser. Et il a dit une chose, quand Steve Bartlett, le podcasteur, lui a demandé est-ce qu'il pense que l'IA est consciente. Il a dit oui. Elle est consciente. Et j'étais là, j'ai écouté à 2 reprises, en fait, le passage. C'est que on est vraiment au-delà de la théorie. On entraîne quelque chose qui imite l'intelligence humaine. Pour l'instant, on va dire que c'est bête. Il se base sur ce qu'on lui a donné, sur nos comportements, sur nos usages. On l'entraîne, on lui donne des récompenses. Quand c'est du deep learning, reinforcement learning, on le récompense, on le sanctionne, on le récompense, on le sanctionne. Mais c'est comme un enfant. Au fur et à mesure, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va s'adapter et il va, comme une éponge, absorber le monde qui l'entoure pour, à un moment donné, se libérer et puis être autonome. Donc, pour moi, c'est possible. Dernièrement, je pense que tu connais Claude de Anthropic. Ils ont, ah bon? Voilà, exactement. Vous voyez pourquoi je dis que ça, c'est mon deuxième fils s'appelle Claude. Et ils ont fait, les chercheurs de chez Anthropic ont fait, ils ont sorti des résultats. En fait, ils avaient fait un test où ils ont pris 2 versions de Claude. Et la première version, en fait, c'était quoi? C'est-à-dire de dire à Claude que on va te poser des questions. Je vais interagir avec toi et tout, mais tu ne seras pas sanctionné, tu ne seras pas jugé ou sanctionné si tu par exemple, tu me dis ce que j'ai pas envie d'entendre. Tu vois, c'est vraiment des questions, peut-être des questions philosophiques et tout. Si tu me dis ce que j'ai pas envie d'entendre, par exemple, c'est comme si tu étais un psy et puis tu me dis des choses que j'ai pas appréciées. Je vais pas te sanctionner. Vas-y, dis-moi tout ce que je veux en fait. Et à l'autre version, elle a dit je vais te poser des questions et tout, mais si à un moment donné tu me dis des choses et tu ne te réélis pas, pardon, et que tu me dis des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre, je peux te réinitialiser en griffe. Et ce qui s'est passé, c'est que la deuxième version, par rapport à la première, a commencé, c'est comme si on te dit peut-être ta tante qui est abusive, en train de rentrer à la maison, tu te caches. Il y a des choses que tu ne fais pas par rapport à l'autre version à qui on a dit non et tout ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'IA, l'outil, le LLM pouvait à certains moments donnés cacher des choses, cacher des émotions, cacher des choses. En fait, ça c'est tout récent. Là, je me suis dit, en fait, on pense que c'est totalement possible. Moi, le premier choc que j'ai eu quand j'ai vu le podcast, le passage de ce gars là, pendant 2 heures, j'ai écouté. Tu es Chief Business Officer chez Google X, tu abandonnes tout pour parler de nature, pour parler de quoi, parce que tu t'es dit à un moment donné que this thing is science est consciente. Cette chose est consciente. Donc, c'est possible. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on nous a pas tout dit aussi, puisque nous, on produit rien. En fait, on n'a pas accès à tout. Je pense que c'est ça qui fait la différence. On n'a pas accès à tout. Dans la version comme on a accès là, c'est peut-être pas maintenant. Mais eux, c'est sûr qu'ils sont pas, ils sont à puissance 10. On sait pas que nous, en fait. Justement, avec ce qu'on ne sait pas, moi, je me dis, le simple fait qu'il y a des personnes qui pensent que c'est possible et qui sont même prêts à le démontrer, ça suffit pour dire que c'est possible. Et ils ont convoqué, non, Sam Altman, le gouvernement américain. Oui, entendre sur les prochains développements et tout. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Bref. Voilà. Ça revient sur le facteur humain. Écoutez, on va s'arrêter là sur les complots. Hein. C'est ça. Garder la bonne humeur, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Là, je vais appeler quelqu'un. C'est Emma Edja, chef de projet digital chez Totem. Parce que c'est grâce à Totem qu'on est accueillis ici, dans cette très belle salle pour ce podcast. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Emma Kecha, chef de projet digital à Totem Experience spécialisée en personal branding. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu de personal branding rapidement, en fait. Donc, vous savez, je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de personal branding ici?
Ok. Alors aujourd'hui, le personal branding, c'est plus seulement c'est plus seulement ce que l'on sait faire, mais c'est aussi l'image qu'on renvoie. C'est l'image perçue. Donc vous devez comprendre que en fait, l'image qu'on a en ligne a une puissance, est un puissant levier pour renforcer l'influence, pour attirer des opportunités et également pour bâtir un héritage durable. Dans ce cadre-là, je suis ravie de vous présenter l'offre Personal Branding de Totem Experience qu'on a dénommé Personal Lab. Donc, cette offre-là, on a trois packs qui sont, qui répondent à des objectifs très spécifiques. Donc, pour le pack 1, il est complètement axé sur tout ce qui est production de vidéos. Le pack 2, lui, il est plutôt, élaboré, il est concentré sur tout ce qui est élaboration de stratégies digitales pour votre marque personnelle, mais également pour la gestion de vos réseaux sociaux. Et en troisième, on a le pack 3, qui est plus, qui est un peu plus étoffé, qui comprend une élaboration de stratégie de votre marque personnelle, la gestion de vos réseaux sociaux et également la mise en place d'un concept fort pour fédérer et fidéliser votre communauté. Alors, notre approche, elle est assez personnalisée parce que chaque client est unique. Que vous soyez dirigeant, styliste, artiste, CEO, entrepreneur, etc. La stratégie est élaborée de telle sorte à ce qu'elle réponde ou de telle sorte à ce qu'elle cadre parfaitement avec vos ambitions, vos valeurs et votre vision. Chez Totem Experience, nous croyons que votre marque personnelle est votre premier ambassadeur. Du coup, pourquoi ne pas faire de votre image une source d'impact et d'influence? Pour pouvoir établir votre marque personnelle, rejoignez-nous et créez votre histoire. Merci. Le podcast est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.